Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps pour cet épisode d'aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir à la cantine numérique aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, la cantine, c'est une association qui anime toute l'année un espace de coworking et c'est aussi un réseau d'entreprises dédié à la tech et à l'innovation sur Nantes. C'est une belle communauté de la French Tech avec une programmation événementielle très stylée. Et d'ailleurs, ils organisent notamment le Web Today, qui est le sprint break digital de l'année. Faut y être, quoi. Ouais, carrément. Pour commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter ? Ok. Alors Marie-Caroline Gerbert, j'ai un cabinet depuis un peu plus de 6 ans qui s'appelle MCG Conseil à La Baule, qui actuellement a 5 salariés courageuses qui travaillent avec moi et qui me supportent tous les jours. Trop bien. On va, dans cet épisode, décrire ton parcours. L'idée, c'est de parler de pourquoi tu es devenu expert comptable aujourd'hui, comment c'est arrivé, quelles études tu as fait, et voilà, globalement. Tu as toujours fait des études de compta ou est-ce que tu as commencé par autre chose avant ? Non, j'ai toujours fait de la compta. Enfin, j'ai fait une filière générale, j'ai fait un bac S. En fait, je suis un peu tombée dans la compta par hasard. Bon, faut pas que ma famille entende ça, mais je voulais pas continuer à être comparée à mes frères. Donc ça a enlevé des études possibles, ça a enlevé médecine et ça a enlevé fac de sciences. Donc ça limite après un bac S. Et on me disait toujours que j'étais douée sur tout ce qui est analyse de chiffres, des choses comme ça. Et en fait, complètement par hasard, des amis au lycée qui étaient en STT, STG me disaient « Marie-Caroline, tu devrais tester la compta ». J'avais une année d'avance, je me suis dit, je me suis renseignée, j'ai regardé et je me suis inscrite en DPECF et je me suis dit « au pire, ça me plaît pas ». Bah, j'aurais perdu une année, mais finalement, c'est une année que j'avais d'avance, donc c'est pas très grave. Et donc voilà comment je suis tombée dans la compta, totalement par hasard en fait. Ça marche. Et donc du coup, ça tu l'as fait à La Baule ? Le DPECF ? Oui. Non, à Nantes. À Nantes, d'accord. Il n'y a pas de... Je crois qu'il doit y avoir un... Non, il n'y a même pas de BTS compta sur la presqu'île. Il doit y avoir quelque chose à Saint-Nazaire, mais non, Nantes, ouais. Ça marche. Anciennement Vial et maintenant l'équipe elle est à Mandela. C'est le DCG, DSCG de Mandela, ouais. Ça marche. Du coup, tu fais le DPECF, ça te plaît ? C'était l'enfer. Ah bon, pourquoi ? Alors en fait, comme beaucoup de gens, à l'époque c'était sur dossier quand on se présentait là-bas. Il y avait Saint-Félix aussi qui proposait le DPECF, et puis il y avait d'autres. J'avais candidaté dans plusieurs endroits. Et je m'étais dit, en fait, je vais prendre les meilleurs en termes de taux de réussite, ce genre de choses. C'était l'équipe de Mandela. Et de loin, en fait, les taux de réussite étaient scandaleux. Et en même temps, derrière, le rythme était aussi compliqué. Parce qu'en fait, finalement, en DPECF, on se retrouvait à faire l'équivalent du programme de BTS sur un an. Donc on avait cours 6 jours sur 7. Le soir, on avait un prof, s'il écoute, il se reconnaîtra, il nous disait qu'il faut faire des soirées spaghetti compta. C'était l'enfer, en fait. C'est vrai et ils nous disaient, en fait, ils nous ont dit, il y en a plusieurs qui vont abandonner les premiers mois, et ça a été le cas. C'était l'enfer pour les bacs généraux aussi. Ils nous avaient dit, vous n'allez rien comprendre les 4 premiers mois, et après, vous allez avoir un déclic. Donc au début, on avait 6 de moyenne sur toutes les matières. On comprend pas, quoi. Et après, au bout d'un moment, on commence à avoir la logique. Mais ouais, elle nous a marqué cette année, ouais. Donc, mais après, elle nous a soudés. C'était cool. Donc, du coup, tu as continué en compta ? Ouais. Après, j'ai fait le DECF aussi dans la même structure, à Vial. Et puis là, j'en ai eu un petit peu marre du discours qui était un petit peu coincé, je trouvais. Donc, je me suis dit, je vais aller à Paris, faire une école de commerce, mais orientée finance et comptabilité internationale, pour essayer de m'ouvrir un petit peu à autre chose que ce qui se passe en France et ce genre de choses. Et mauvaise idée, j'ai le record de la personne qui est restée le moins longtemps dans cette école. J'ai fait 10 jours. Oui. Je ne citerai pas l'école, mais justement sur le papier et officiellement, très bon retour, très bien noté comme école. Pareil, sur dossier, concours, j'étais rentrée. Et puis en fait, première semaine, les profs, ils demandent « Qu'est-ce que vous voulez faire comme programme ?» Je dis « Attends, je viens pas d'une filière publique où en fait on m'a cassé la tête, mais j'ai un super niveau grâce à eux, pour arriver dans une école privée qui coûte cher, où on me demande en fait qu'est-ce que je veux faire.
Enfin, c'était pas du tout ma logique. Et je pensais que tout le monde avait le DECF, le DCG, parce que moi, j'ai subi la réforme. J'ai fait DPECF, première année de DECF et troisième année de DCG, en fait. D'accord. Et en fait, je pensais que c'était le critère minimum pour rentrer dans ce master, avoir le DCG. J'étais la seule à l'avoir. Je fais, ok. Très rapidement, comme dans la filière que j'avais fait avant, voilà, on nous demandait d'avoir un esprit critique, parfois à nous poser des questions pièges pour savoir, finalement, est-ce qu'aussi on a les épaules, est-ce qu'on sait défendre une de nos idées, des choses comme ça. Et en fait, il y avait des profs, ils étaient nuls, quoi. Donc moi, je levais la main, je dis, mais vous avez tort. Donc, dans le cadre de cette école, il y avait pour valider l'année, et puis moi, je voulais faire quand même le DSCG en candidat libre à côté, pour les matières qu'on ne pouvait pas avoir en équivalence. Il fallait avoir un stage dans une entreprise ou un cabinet de 6 mois. Donc c'était 3 jours de cours, 2 jours de stage, ou 2 jours de cours, 3 jours de stage, je sais plus. Et donc en fait, j'avais déjà commencé dans le cabinet. J'étais allée voir mon patron, pas très sereine, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais commencé. Donc c'était au bout de 3 semaines, parce que 10 jours, c'est 3 semaines. En fait, je suis allée voir, en fait, les cours, ça me plaît pas du tout. J'ai pas envie de perdre mon argent et mon temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je lâche l'école et je passe le DSCG en candidat libre? Et ils ont dit ok, donc je suis partie de l'école. Donc tu t'es embauchée en CDI, du coup? Non, j'ai fait le stage, j'ai continué le stage comme ça. Et puis après, en fait, vers juin-juillet, fin de stage, mes patrons qui me disent « on aimerait bien que tu reviennes ». Et j'étais ouais, mais en fait, piano, parce que en fait, c'était à Paris. Je bossais, j'habitais à plus d'1 heure de mon cabinet. Je bossais les cours sur bouquins de Fouché et ces trucs-là. Donc je bossais ça dans le métro. Vous savez, les gens en plus qui regardent ce que vous lisez par curiosité, ils étaient oula, qu'est-ce qu'elle lit? Et donc après le soir je faisais des fiches pour bosser le truc. Et donc j'ai passé la première année en candidat libre et en fait je suis retournée dans ce cabinet-là en CDD, un peu sur le même rythme, 6 mois pendant 4 jours par semaine pour faire la 2e année. Ok. Mais en candidat libre. Ok. Aussi. Et donc tu as obtenu ton diplôme après Ouais, en fait je l'ai eu du premier coup parce que justement je me suis dit vu les taux de réussite du DSCG, c'est quand même pas, c'est pas 90%. Hein. Donc en candidat libre, je préfère même pas savoir. Donc je m'étais dit, je vais être intelligente, je vais préparer mon DSCG, je vais prévoir de le faire sur 3 ans, en fait. Une première année, je fais genre les grosses matières un petit peu énervées. 2e année, je fais toutes les autres matières et je m'étais gardé une matière, l'économie en anglais, là, pour la 3e année. Et je me dis, comme ça, je passerai les autres épreuves qu'il faut que je repasse en même temps, et donc logiquement, je m'assure le fait d'avoir mon DSCG en 3 années. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu toutes mes matières du premier coup, et donc si on avait eu le droit d'avoir 0 à une matière, j'aurais pas eu besoin de faire la dernière matière sur ma 3e année. Donc en fait, ma 3e année, elle s'est transformée en année sabbatique. Et je suis allée assez tranquillement passer ma dernière matière. Bon, tant mieux. Et comment tu as choisi le cabinet dans lequel tu as fait justement tes stages et que tu as été pris en CDD, pardon? En fait, c'était merci ma cousine, parce que j'avais envoyé mon CV un peu comme tout le monde, un peu partout. Hein. Sauf que je connaissais personne à Paris, je venais de Nantes. Et puis, en fait, les gens ne me prenaient pas, c'est tout. Et donc, en fait, je sais plus, j'avais dû en parler dans ma famille, en mode ça va, machin. Puis je cherche un stage, je galère. Et puis ma cousine qui habite à Paris m'avait dit attends, moi je connais quelqu'un, je sais plus, c'est le mari d'une de ses amies ou quelque chose comme ça. Donne-moi ton CV, je vais lui envoyer. Ça marche. Donc ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais. Finalement, merci ma cousine d'avoir envoyé le CV. Mais même eux, ils se connaissent pas. Ils me disaient je l'ai vu une fois, je crois. donc joli hasard. Parce qu'après, j'ai quand même fait 6 ans chez eux. Donc, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette expérience? Expérience intense, beaucoup de boulot, beaucoup de projets. Cabinet à taille humaine, parce qu'on était 6-8 dans le cabinet. Donc c'est pas mal pour apprendre. Enfin, moi, je trouve ça... Voilà. Et puis j'étais avec des personnes qui, en fait, notamment, il y avait 2 experts comptables. Et il y en avait un, il avait volonté de m'apprendre le métier, en fait. Après, il y a eu le côté, en fait, il n'y a pas le choix, il faut aussi l'apprendre à la dure. Donc... Non mais c'est vrai, je ne materne pas trop mon équipe et parfois quand elles font des boulettes, je leur dis tu te débrouilles. C'est comme ça qu'on apprend quand on fait une boulette après et qu'on la répare. Voilà. Cabinet qui en fait petite structure fait qu'on apprend à tout faire.
Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui finalement quand après on veut monter son cabinet, c'est plus que vital. Parce que moi j'ai jamais travaillé avec, finalement il y avait une personne qui faisait le secrétariat, mais même ça, on avait des lignes directes, j'avais pas d'assistant comptable, j'avais pas de gestionnaire de paye, j'avais pas. En fait j'avais un portefeuille, je faisais tout sur le portefeuille. Donc c'est pour ça que c'était intense. On passe d'assistant comptable à conseil, à gestionnaire de paie, à assistante juridique, voilà, dans la même journée. Mais c'est ce que je trouve passionnant. Et en même temps, c'est ce qui doit être sympa pour le client en face, d'avoir une seule personne à qui demander tout, en fait, globalement. Alors après, ça dépend des gens, c'est toujours pareil. Hein. Mais globalement, les retours qu'on a actuellement chez MCG Conseil, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués par les grandes structures et qui préfèrent revenir sur des cabinets à taille humaine. En disant, ouais, mais j'envoie une question, je sais même pas en fait si je l'envoie à la bonne personne. Et puis après, en fait, c'est une autre personne 3 semaines plus tard qui va me donner la réponse et c'est quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients d'être plus ou moins en fait structuré. Et il y en a pour tous les goûts, quoi, en termes de cabinet et en termes de clients. Alors donc, voilà. Expertise comptable, juridique, gestion de la paye, mais il n'y avait pas que ça. De ce qui me semble, notamment tu as participé au déploiement de la dématérialisation au sein du cabinet. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, initialement, ils m'ont pris en stage pas du tout pour la compta, en fait. Ça aussi, c'est un peu improbable. C'est que ce qu'il avait noté sur mon CV, c'était pas du tout... en fait, c'est pas qu'il s'en fichait, mais il venait de prendre un nouveau logiciel de gestion interne qu'il n'avait pas pris le temps de paramétrer. Et ce qu'il avait noté dans mon CV, c'était dans les loisirs, que j'ai un passif de geek, de joueuse semi-professionnelle de jeux vidéo, donc avec un système où j'ai été aussi coordinatrice et co-CISOP, tout le monde ne saura pas ce que c'est, mais... d'un serveur de 6000 joueurs, donc je gérais un truc assez important en informatique dans les jeux vidéo. Et donc il s'était dit, elle va pouvoir nous le mettre en place. Et donc initialement, ma mission de stage, c'était ça. C'était de mettre en place la gestion interne. Et ils espéraient que potentiellement en 6 mois, j'allais à peu près arriver au bout. Et en fait, en 1 mois et demi, 2 mois, j'avais tout paramétré, tout le cabinet. Et donc après, ils m'ont mis sur de la compta, quoi. Donc voilà, et donc après, ça a été assez naturel, en fait, que finalement, tous les sujets informatiques du cabinet, ça passait par moi, quoi. Donc oui, après, ils ont pris un logiciel de dématérialisation. C'est vrai que moi, quand finalement l'informatique, ça marche pas, je fais partie de ceux je cherche, j'appelle, je fais ce qu'il faut pour qu'en fait... pas supporter en fait une situation qui pourrait être améliorée assez rapidement. Donc on m'avait demandé d'être utilisatrice pilote en lien avec l'éditeur pour apporter des améliorations au logiciel. Tu peux nous dire c'était quoi les logiciels que tu as utilisés ? Alors le logiciel de gestion interne c'était Keoval, je crois que ça existe encore. Hein. Et puis le logiciel de dématérialisation c'est Démat Expert avec EIC, qui s'arrête officiellement le 30 juin 2023. Ah oui, parce que j'ai repris le logiciel dans mon cabinet. Comme tu t'es formé dessus du coup J'étais formée, et puis concours de circonstances, en fait c'est un module qui EIC a été racheté par un autre éditeur, qui était l'éditeur logiciel que mon associé avait l'habitude d'utiliser. Donc en fait, le combo était plutôt pas mal. C'était Agiris, il me semble. Ouais. Okay. Comme si c'était pas assez, tu t'es aussi occupée du marketing et de la communication. Un peu, ouais. Mais ça, j'avais un peu de bâton dans les roues parce qu'on n'avait pas notamment la même vision des choses là-dessus. J'avais voulu faire mon mémoire de DEC là-dessus, mais c'était un petit peu... c'était un sujet, en fait, qui commençait à être un petit peu redondant. Il y avait eu un congrès là-dessus et je me suis dit... en fait, justement, j'avais fait un congrès qui était absolument génial dessus, justement pendant que j'étais dans le stage. Et je me suis dit, en fait, si je fais là-dessus, finalement, ça va être beaucoup de redites, de choses qui sont déjà vues. Ouais, non, j'ai pas fait beaucoup, en fait. Je me suis beaucoup documentée, j'ai voulu faire beaucoup de choses, mais c'est pas trop la logique et l'ADN du cabinet, donc en fait... Oui, et puis à l'époque, la communication en cabinet, c'était quand même un petit peu moins mis en avant qu'aujourd'hui, peut-être ? Oui, après, je pense que c'est plus une question de personne, en fait. Parce que, par exemple, moi, je me prenais la tête avec eux, je fais mais on n'a même pas de site internet. Comment on peut ne pas avoir de site internet ? Je me rendais compte que ça donne une super mauvaise image en fait, parce que les gens ils nous cherchent et ils nous trouvent pas, alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes en fait, mais ça rassure. Puis je leur disais en revanche, si vous en faites un, vous en faites pas un ridicule, parce que là en revanche ça plombe l'image. Bah ouais. Et donc ça j'ai pas réussi. Donc, je sais pas s'ils en ont un maintenant. Encore en 2023, des cabinets n'ont pas encore de site internet.
Ça arrive. Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Tu t'inscris au DEC en même temps pendant cette expérience-là? Comment ça se passe? Donc je fais ma fameuse année sabbatique qui était plutôt sympathique. Et là, je me dis, j'aimerais faire le DEC. Pas trop envie d'attendre. Parce que justement, mine de rien, dans cette expérience, même si en fait c'était finalement... Alors j'avais quand même travaillé pendant ma année sabbatique, j'étais allée les dépanner 2-3 mois pendant la pâte fiscale pour leur donner un coup de main. Moi, ça m'avait fait un petit peu de cash pour partir en vacances. Et puis eux, ils étaient contents d'avoir un soutien. Même si en fait sur le papier, j'avais pas fait beaucoup de mois d'expérience, en fait, comme je dis, ça avait été très intense. Et je suis quelqu'un de très autodidacte, et donc en fait, j'ai appris plein de choses en fait. J'ai appris beaucoup plus dans ce petit cabinet en 1 an que la plupart des gens en 4 ans dans un cabinet plus structuré, parce que justement, on va te laisser faire que de ça à ça sur le dossier, et tu vas pas voir la gestion de paie, tu vas pas voir ceci, tu vas pas voir cela. Donc j'avais vu beaucoup de choses, et donc on en avait parlé avant que je reparte du cabinet. Il m'avait dit, nous on aimerait bien te prendre en DEC, mais le problème c'est que pour nous on considère qu'on n'a pas un portefeuille assez diversifié pour l'intérêt et ton expérience professionnelle pour y aller. Et donc en fait, ça faisait 2 mois que j'avais passé le DSCG, j'étais en début d'année sabbatique, j'avais dû leur envoyer un mail en fait en novembre-décembre, donc finalement même pas 6 mois après être sortie de leur cabinet. Et j'avais fait un courrier qui m'avait pris un petit peu de temps quand même. Un peu lettre de motivation pour leur dire, là je me fais une année sabbatique, j'aimerais me lancer dans le DEC l'année suivante après obtention de ma dernière épreuve. Je sais que vous m'avez dit que vous considériez qu'il n'y avait pas assez de diversité dans le cabinet, mais moi je préférais quand même le faire chez vous parce que je sais qu'en fait du haut de mes, je sais pas, j'avais quel âge, 22, 23 max. J'étais pas bien vieille vu que j'avais 1 an d'avance et que j'ai pas eu d'autres parcours avant. J'étais plutôt jeune. J'allais dans un autre cabinet. On m'aurait pris en DEC, mais on m'aurait mis quasiment en assistante comptable, quoi. Tandis que là-bas, je savais que si je revenais, j'avais un portefeuille à ma charge. Et en fait, en décembre, franchement, mais peut-être 2 semaines plus tard, il m'avait appelé. Il me dit, Marie-Caroline, c'est OK, tu reviens en novembre l'année prochaine. Donc en fait, je me suis retrouvée pendant 1 an. Je savais que j'avais déjà un emploi. 1 an plus tard, je savais déjà que j'allais m'installer dans le DEC. Je savais où j'allais remettre les pieds. Donc j'étais plutôt safe. Donc l'année sabbatique a été plutôt cool. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'année sabbatique ? J'ai fait justement 2-3 mois chez eux pour aller les dépanner. J'ai passé mon permis, voilà. Fallait quand même le faire. Donc j'ai vadrouillé. Je suis allée au Canada voir une amie. Ouais, j'ai profité en fait. Franchement, j'ai pas voulu partir en voyage en mode tour du monde, sac à dos, parce qu'en fait, ça me plaît. Et donc, non mais ouais, ça peut paraître horrible, mais en fait, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit, je pense que je peux être mordue si je le fais et que je reviens, je voudrais peut-être pas revenir en fait et m'imposer ce que représente le DEC, puisque c'est quand même un diplôme qui est très exigeant en temps, en énergie, en sacrifice quoi. Donc, je me suis dit, si en fait je suis mordue à être en backpack et machin, je me lancerai jamais dans le DEC, et je pense qu'à 35, 40, j'en sais rien, mais à un moment dans ma vie, je vais regretter parce que j'aurais pas accompli ce rêve-là. Et donc je m'étais dit, je préfère faire le DEC, accomplir ce rêve-là, et après en fait si ce rêve-là il me passe, je ferai autre chose en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas partie trop... Et pour l'instant je ne regrette pas, mais je l'ai déjà dit à mon équipe, parce qu'il les a fait paniquer la première fois que je leur ai dit, vous savez, si demain en fait j'ai un nouveau rêve et que c'est d'aller élever des chèvres à alpaga au fin fond de l'Himalaya, je vendrai le cabinet et j'irai quoi. Donc là, quoi? Non mais en fait c'est ce rêve d'avoir mon cabinet, je l'ai accompli. Voilà, si j'en ai d'autres qui arrivent, évidemment, je vais pas le faire. Oui, direct, mais en tout cas, j'aurais réussi celui-là. Donc depuis que tu leur as dit ça, elle te chouchoute, toute l'équipe te chouchoute, quoi. Non, pas spécialement, mais c'est vrai que sur la première fois, en mode les yeux, j'ai dit waouh, on se calme. Comme toute personne normale, en fait. Enfin. Tout le monde a des rêves, salariés, employeurs, n'importe qui, en fait. Donc, si elles, demain, elles veulent arrêter... Je sais que dans mon ancien cabinet, il y a quelqu'un qui rêvait de faire de la pâtisserie et qui rêvait un jour de monter justement sa boîte là-dedans. Alors que la personne, elle faisait des études en compta. Donc en fait, si un jour elle arrête, 30 ans, 35 ans, 40 ans, enfin, tant mieux. En fait, si c'est la passion et tout ça. Donc moi, actuellement, ma passion, c'est d'être expert comptable. Mais voilà, on ne sait pas. Demain, peut-être que je changerai. Hâte de voir ça. Je sais pas. Donc du coup, tu commences en novembre ton stage d'expertise donc dans le cabinet où tu étais. Ouais. Et donc du coup, tu fais tes 3 ans de stage. Ouais. Ok.
Comment ça se passe? Est-ce que au niveau de ton poste, ça change quelque chose, le fait d'avoir ce statut de... Alors, sur le papier, pas tant, enfin, sur ce que je faisais, pas tant que ça. Sur le côté relationnel avec certains collègues, ça change. Pas obligatoirement dans le bon sens, malheureusement. Parce que j'étais très jeune quand même. Parce qu'en fait, quand je suis revenue, il y a eu une réunion d'équipe et ils ont dit, bon, bah, Marie-Caroline, elle revient. Sauf que moi, il y en avait qui me voyaient encore comme la petite stagiaire, en fait. Sauf qu'en fait, la petite stagiaire, elle est passée de petite stagiaire à stagiaire expert comptable. Donc le gap, il est monstrueux, en fait. T'es resté stagiaire quand même. Je pense à une personne en particulier qui, oui, en fait, n'a pas du tout accepté. Okay. Alors que les autres, finalement, pendant que j'étais dans le stage de DSCG, acceptaient en fait que j'avais un niveau, pour certains d'entre eux, supérieur à eux, parce que mine de rien, même si j'étais en candidat libre, j'étais en plein master. Voilà, comme je disais, j'étais en mode un peu autodidacte. Mon patron me mettait sur beaucoup de choses et beaucoup de travaux de conseils avec lui. J'ai fait des audits. J'ai fait un audit d'un comité d'entreprise FedEx. On allait en moto à l'aéroport. C'était du délire. On y allait la nuit. Enfin, voilà. En fait, aussi tout le monde ne fait pas ça. Donc en fait, quand je suis revenue pour le stage d'expertise, il y a eu une réunion et ça a été Marie-Caroline, en fait, elle va travailler toute seule. Elle a son portefeuille. Elle travaille avec personne d'autre qu'elle-même. Et il y en a qui n'ont pas accepté cette situation, alors qu'en fait, techniquement, ça a toujours été comme ça sur ma personne. Parce qu'initialement, justement, j'avais ce fameux stage où, à la base, j'étais là pour paramétrer un logiciel informatique. Oui. Donc, en fait, je travaillais direct avec ce stage-là, contrairement aux autres, parce qu'il y a eu des alternants qui, eux, travaillaient en binôme avec les collabs. Moi, en fait, je travaillais toujours en direct avec les experts comptables. Parce qu'en fait, je paramétrais leur logiciel. Donc, il y avait qu'eux qui pouvaient répondre à la question de OK, mais comment vous voulez paramétrer ? Donc, est-ce qu'il faut mettre les temps? Est-ce que ceci? Puis après, il fallait dupliquer sur les 400 clients. Donc, en fait, ce stage un peu atypique a amené, en fait, aussi, naturellement, le fait que je travaille beaucoup en direct avec eux. Et c'est vrai que j'avais aucun dossier. J'ai jamais travaillé avec mes collègues, en fait. J'ai travaillé sur certains de leurs dossiers en soutien, mais en fait, j'ai jamais travaillé sous leur tutelle ou des choses comme ça. Donc en soi, ça n'a pas changé grand-chose. Il y avait la plupart des collaborateurs qui étaient ravis pour moi, ravis que je revienne, qui aussi ont pris conscience du niveau de compétences que ça représentait. Donc ils commençaient à venir me voir en fait naturellement pour les aider sur certains sujets pour leur dossier. Mais c'est pas passé auprès de tout le monde. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ça a été compliqué pendant les 3 ans ou Ouais. Ah oui. Alors, refuser de me dire bonjour, me dire au revoir, des choses comme ça, c'est pas... Ah ouais, à ce moment-là. Ouais. Ah non, ça m'a bien bouffé. Une personne. Une personne peut pourrir une ambiance monstrueusement. J'en ai fait l'expérience et c'est tout ce que j'évite dans le mien maintenant. Parce que, quand on vient bosser la boule au ventre parce qu'on sait qu'on va se faire mal parler, juste on nous aime pas alors qu'on n'a rien fait pour mériter ça, on va dire, c'est dommage. C'est dommage, parce que l'ambiance, c'est important. Tu peux nous parler un petit peu de ton sujet de mémoire? Alors, mon sujet de mémoire, déjà, il fallait le trouver quand même, parce que c'est un peu atypique. C'est surtout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai que j'ai passé le DEC quand j'ai passé le DEC en mai 2016. Donc, j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2012. Mon sujet m'a pris 4 ans quand même, donc assez important. Et c'est sur la valorisation des stocks de biens d'occasion acquis à titre gratuit. Donc là, il faut que les gens réfléchissent à ce que ça signifie. Et donc, c'est parce que j'avais un client qui, je ne sais pas si je peux parler du nom de cette boîte, parce qu'elle est très connue en fait maintenant, qui vend en fait des livres d'occasion sur Internet et qui les obtient gratuitement de la part des particuliers. D'accord. Et en fait, sur fond de justement économie sociale et solidaire, en disant, nous en fait, on vous demande juste de grosso modo faire en sorte qu'ils ne soient pas déchirés, surlignés et tout, et on vient chercher les bouquins chez vous. Nous, on les vérifie, on les met en stock et on les revend en ligne. Et les gens en fait qui gèrent les stocks, c'est que de la réinsertion. Et en fait, il y a 10% du chiffre d'affaires qui est reversé à des associations pour lutter contre la déforestation et l'illettrisme. Et en fait, ça a cartonné. Ils sont numéro 1 Europe sur le sujet. Et en fait, sur le coup, on se dit, OK, très bien. Donc, il y a des méthodes de valorisation de stock qui existent aussi bien pour les biens d'occasion que les biens acquis à titre gratuit. Et on parle toujours de la valeur, en fait, de marché. Donc, on se dit, OK, mais en fait, finalement, un bouquin d'occasion un peu corné ou quoi que ce soit, pour toi, il vaut peut-être 4 € et pour moi, il vaut peut-être 2 €. Donc, déjà, c'est un peu compliqué. Et là, on est sur des centaines
centaines de milliers d'unités. Hein. Donc en fait, 2 € ou 4 €, le calcul de stock, c'est pas le même. Et la problématique supplémentaire, c'était le e-commerce, parce qu'on vendait ça en ligne. Et donc le dirigeant, il avait passé plusieurs années à développer son propre logiciel de pricing et de mise en stock et de mise en ligne pour vendre en fait sur Amazon, Price Minister, eBay, des choses comme ça. Et en fait, les logiciels de pricing, il y a des règles en fait, pour faire tourner les prix. Parce qu'en fait, si par exemple tu notes telle version du Harry Potter voilà, en bon état, c'est 7 €, en fait, le logiciel, tu le paramètres pour lui dire, il y a des règles pour qu'il change tous les X temps le prix. Et donc lui, il avait 3 règles de base, alors je vais peut-être pas m'en souvenir de toutes, mais il voulait toujours être le moins cher. Son logiciel scannait tous les prix du marché, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et donc en fait, toutes les demi-heures ou toutes les heures, les prix de ces bouquins changeaient. Okay. Et justement, s'il n'y avait plus de concurrents sur l'édition et puis avec le même niveau d'état, il remontait à un certain prix. Donc en fait, finalement, le même bouquin en stock, avec le même code barre, pouvait à 15h être à 5 €, à 16h être à 90 centimes, à 17h à 20 €. Et donc là, comment on calcule? C'est quoi la valeur de marché? Donc en fait, mon mémoire a été bien accueilli par certains experts comptables et très mal accueilli par d'autres experts comptables parce qu'en fait, j'ai mis en avant ce vide juridique dans nos méthodes de valorisation parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment tiré les méthodes de valorisation de stock jusqu'au bout et en fait, c'est pas possible. Dans son modèle à lui, en fait, on arrivait à des valorisations à 0. Donc, j'ai proposé des nouvelles méthodes de valorisation dans ce cas spécifique en repartant, en fait, du prix de vente marché avec une décote en fonction de l'état du bouquin. D'accord. Donc justement, comme neuf, très bon état, passable ou moyen, je sais plus. Et donc j'avais fait une étude quantitative. Mon père même, mon père est ophtalmo, donc rien à voir. Mais il me fallait des milliers de réponses en fait. Donc il m'a dit attends, donne-moi des questionnaires. Moi mes patients, ils sortent pas de la consulte tant qu'ils n'ont pas rempli le questionnaire. Donc on est allé au marché, mon père il a mis ça à tous ses patients. Au moins en plus c'était éclectique, c'était très bien pour avoir des décotes moyennes de, par exemple, finalement bon état par rapport au prix de marché. Parce qu'un prix de bouquin, un vrai prix de bouquin, c'est défini par la loi. D'accord. Le code barre en fait il n'y en a qu'un. Et donc par exemple si le Harry Potter Ordre du Phénix en édition poche c'est 7,99, c'est 7,99 partout. Et donc ça en fait ça fait que cette variable elle est figée. C'est pour ça que je suis repartie de là. Pendant mon deck, certains experts comptables me disaient que c'était un scandale de remettre en cause les méthodes de valorisation. Et il y en a d'autres qui me disaient c'est absolument génial, c'est un travail de titan. Mais donc voilà, donc, j'ai travaillé sur une faille de nos normes comptables, parce que nos normes comptables de valorisation de stock, elles ont plus de 50 ans. Donc l'économie circulaire et le e-commerce, ça n'existait pas. Donc le combo des deux a abouti à mon sujet de mémoire. Et du coup, ton sujet de mémoire après a intégré les normes comptables? Non, enfin pas que je sache. Déjà, ça a intégré la bibliothèque de l'ordre, donc ça arrive régulièrement qu'on me contacte pour avoir une copie de mon mémoire quand ils ont des cas, parce que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser en fait. Oui. Des business models comme ça, moi j'en ai en fait là actuellement des gens qui sont sur cette idée-là, de la revalorisation de choses qui en fait n'ont plus beaucoup de valeur aux yeux de la personne. Donc c'est vrai que j'avais fait en sorte que ce mémoire ne s'applique pas qu'aux bouquins, mais qu'en fait les méthodes puissent s'appliquer à tout ce qui est en fait des biens en fait où on est sur des consommations avec une utilisation assez limitée, parce que c'est avec un bouquin on le lit une fois, c'est très rare, sauf les mordus, de relire un bouquin. Donc en fait on le lit et après on le met sur une étagère. Donc j'avais dit ça c'est possible avec les DVD, avec les jouets, avec tout ce qui est en fait sur une utilisation un petit peu limitée. Et du coup ça veut dire que n'importe quel expert comptable peut se servir de ton mémoire pour se servir de ta méthode en fait de valorisation? C'est l'idée. Ok. C'est l'idée de la bibliothèque de l'ordre. Trop bien. Moi je suis déjà allée justement consulter des mémoires ou acheter des mémoires pour des sujets en fait où j'étais confrontée à une problématique où en fait les bouquins classiques en fait ne proposent pas en fait vraiment d'aide. Et c'est à ça que sert la bibliothèque de l'ordre avec les mémoires qui sont publiées. C'est justement, on m'avait toujours dit c'est ton cadeau à la profession. Non mais ça paraît au début on se dit ouais super, mais bon, c'est l'enfer en fait à rédiger. Après quand on est dans la profession et que pour 15-20 € on peut avoir un bouquin, parce que c'est ça, c'est des centaines de pages, pour nous dire comment traiter une mission, parce que outre les méthodes de valorisation, on propose la lettre de mission, on propose les échanges avec les clients. Enfin, en fait,
l'objectif, c'est un mémoire professionnel où on apporte une réponse à une problématique. C'est vraiment le cas pratique, en fait, adapté à ce qui existe de la théorie de base, en fait. Bah ouais, un peu. Ou à des situations un peu comme la mienne, où en fait, finalement, parce que moi, d'abord, dans mon mémoire, j'ai démonté les méthodes de valorisation. Pour expliquer pourquoi j'amenais mon mémoire, j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, par défaut, les gens disent « Oui, mais si, ça existe. Oui, mais ça existe. » Mais en fait, je vais vous montrer, et j'ai déroulé le fait que on arrivait à des méthodes de valorisation où les livres étaient valorisés à 0. Et donc on était, oui, mais en fait, moi je suis partie, il avait plus d'1 million de bouquins en stock. Entre valorise 30 centimes ou tu valorises 3 €, le bilan de la boîte, c'est pas la même. Hein. Cette bibliothèque est très utile, moi franchement, j'y vais, je regarde souvent parce c'est en ligne aussi. J'ai souvent voir, ouais. Comme j'ai pas mal de clients assez atypiques, en fait, c'est vrai que parfois, attends, où est-ce que je vais trouver ça, moi? Donc parfois, je me dis, il y a peut-être une personne un peu aussi farfelue que moi pour aller avoir fait un sujet comme ça. Et du coup, donc en fait, tous les mémoires sont payants, c'est ça? Non. Alors déjà, pour être publié à la bibliothèque, il faut avoir minimum 13. Et après, c'est une obligation d'être publié. Parce que dans la profession, c'est considéré comme une très bonne note, en fait, au mémoire, d'avoir 13 et plus. On n'a pas le choix. Notre mémoire est publié. Il entre obligatoirement à la bibliothèque de l'Ordre qui est à Paris. Et après, en fait, il nous demande l'autorisation. Est-ce que vous acceptez qu'on le vende? Et donc, en fait, dans ces cas-là, en ligne, sur la base, avec en CB, on achète le mémoire comme ça. Mais on peut refuser. Moi, j'ai refusé parce qu'à la base, je voulais en faire un bouquin. J'avais beaucoup de monde aussi en dehors de la profession qui était intéressé par mon sujet. Moi, je suis allée ATP à toutes les portes. Hein. J'ai contacté le Premier ministre. Hein. Mais vraiment, en fait. J'ai contacté le PDG de PSA, de Renault PSA. J'ai contacté la terre entière, en fait. Je me suis dit, au pire, ils me répondent pas. Ils t'ont répondu? Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, ouais. Donc je suis allée sur le projet ICAR 95, justement, qui est justement les voitures PSA, où en fait ils font des voitures neuves qui remettent sur le marché avec que des pièces reprises sur des voitures qu'ils ont récupérées. Ils refont des voitures pour rouler avec ça. Totalement, finalement, autre sujet, parce qu'en fait on n'est pas sur de la valeur basse comme sur un bouquin. J'ai eu finalement beaucoup de retours sur nous, votre sujet il nous intéresse vachement parce qu'on a des problématiques aussi pour valoriser ça. J'ai contacté Envie, l'association nationale, j'ai dû contacter au moins 200 personnes. Donc après, quand t'as pas peur de ça, je l'ai pas mis en vente parce que justement, compte tenu de tout ce potentiel et tout ce réseau que je m'étais créé pour sa rédaction, je voulais en faire un bouquin. J'avais aussi une maison d'édition qui m'avait proposé d'en faire un bouquin. J'ai eu des journalistes auprès qui sont venus me voir aussi pour essayer de faire un partenariat pour faire un bouquin. Sauf que, en fait, pas le temps. J'ai monté mon cabinet pas longtemps après, donc en fait, je m'étais dit, voilà, mais est-ce qu'il faut le reformuler, en fait? Nous, on est sur un mémoire professionnel pour le mettre dans les rayons de la FNAC. C'est pas pareil quand même. Mais non, j'ai préféré pas le mettre en vente, entre autres pour ça. Et puis aussi, compte tenu de la particularité du sujet, c'est quand même très spécifique, je préférais que les gens me contactent. Et ça arrive. 5 à 10 fois par an, on me contacte au sujet de mon mémoire. Mais du coup, quand tu dis que l'ordre te demande s'ils peuvent le vendre, tu dis non. C'est parce quoi? Il n'est pas publié? Il est quand même accessible gratuitement ou... En fait, il est accessible gratuitement dans la bibliothèque de l'Ordre qui est géographiquement située à Paris. Ah, et donc il faut aller sur place? Ouais. Ah, il y a n'est tous pas en les ligne mémoires publiés, ouais. D'accord. Alors eux, ils l'ont digitalisé parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Maintenant, ils nous demandent de fournir une clé avec le mémoire en version justement digitale avec toutes les annexes, tout ça. Donc eux, ils ont pu à se palucher, à les scanner. Donc eux, ils ont tout. Mais voilà, le commun des mortels, si actuellement ils le veulent, soit ils doivent se déplacer à Paris, soit ils doivent m'appeler. D'accord. Donc les gens t'appellent. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble que tu as eu une super note en fait pour le deck. Ouais, j'ai eu une bonne note, ouais. J'ai eu une bonne note, mais sur mon mémoire, j'ai été un peu déçue parce que donc on a 2 jurys. Et donc il y a une des jurys qui rédigeait qui doit peut-être encore rédiger des bouquins sur les normes comptables et qui m'a félicité pour ce mémoire, alors que je me disais je suis mal. Même mon coach de deck me disait t'es mal parce qu'elle était connue pour justement attaquer justement les candidats qui viennent avec des sujets un petit peu touchy comme ça. Moi, elle m'a plutôt encensée, donc génial. Le problème, c'est que la personne d'à côté, après ma présentation, m'a sorti une phrase et là j'ai fait ok, il a pas lu mon sujet et il a pas compris quoi, parce qu'il me dit je comprends pas, vous voulez acheter un bouquin, vous allez en librairie. Compliqué là, en fait. Ouais, non. Donc, et donc la moyenne, en fait, la note, en fait, c'est la moyenne, voilà. Donc j'ai eu une belle note, j'ai eu une très belle note, ce qui m'a donné une très bonne moyenne au deck, ouais. 2e de France, c'est ça? Ouais, c'est mon ancien...
La petite anecdote, alors je pense qu'il écoutera, donc bonjour Gaspard. J'attendais vraiment ma note du mémoire, parce que moi j'ai vraiment fait beaucoup de sacrifices pour ce mémoire. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai passé le deck en cloisonnant les écrits et 2 le mémoire. Donc j'avais eu mes écrits avec de très belles notes aussi, et donc il me restait le mémoire à passer sur la session de mai. Finalement, moi, quand j'y suis allée, vu comment le jury m'a félicité lors de ma présentation, et qu'ils m'ont demandé donc, non, on n'a pas de questions, mais vous allez faire quoi après? Ok, donc en fait, les 20-30 minutes de questions, c'était pour savoir quels étaient mes projets professionnels derrière. Donc, je suis sortie de la salle tout sourire, ce qui a étonné d'ailleurs les surveillants qui m'ont dit c'est plutôt rare qu'on voit quelqu'un sourire comme ça. Je sais que je suis diplômée. Ma vie est refaite là. Et donc en fait, en revanche, ce qui m'a un peu stressée, c'est que je voulais connaître ma note. J'ai eu 15. Je pense que si j'avais eu quelqu'un d'autre que cette personne qui n'a pas compris le sujet, qui ne comprenait pas l'intérêt d'acheter un bouquin sur Internet d'occasion, ça complique quand même, vu mon sujet, c'était quand même toute la base. Je pense que j'aurais pu avoir une meilleure note. Et donc, en fait, je voulais avoir ma note. Donc quand on a reçu les informations qui est diplômé, qui n'est pas diplômé, t'as pas tes notes au début. C'est après que tu reçois ton relevé de notes. Moi, j'attendais mon relevé de notes, en fait. Et donc, quand j'ai eu mon relevé de notes, donc j'ai eu 15 au mémoire, et donc j'ai eu une moyenne à 14,97. Donc là, petite larme à l'œil, quand même, en mode, ouais, c'est une très belle moyenne. Quelques semaines plus tard, il y a les magazines du CJEC, Annexe, tout ça, il y a toujours un article sur les stats de réussite au deck, des choses comme ça. Et donc, meilleure note, moins bonne note, moyenne, des choses comme ça. C'était l'été, on devait être en juin, juillet, je me souviens. J'étais dehors, tranquille, et je reçois un appel de mon futur associé qui me dit « Ouais, comment ça va, numéro bis ?» Quoi ? Ouais, comment ça va, numéro bis ? Pourquoi tu m'appelles numéro bis ? Je suis pas architecte, tu vois. Et il me dit... Donc je lui avais dit mes notes, et en fait avec ce fameux magazine où il y avait les stats, et en fait le meilleur de France avait eu 15,02. Et en fait Gaspard s'était amusé à calculer en fait les possibilités de moyenne finalement en fait elle en est où quoi par rapport au premier, et en fait en termes de possibilités de notes, c'est la deuxième note. Super, c'est très cool. Et du coup t'es diplômée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça change ? C'est bien déjà. Ah ouais, mais là, pour passer mon deck, en fait, j'ai arrêté de travailler. Je me suis mise en autarcie totale pendant 9 mois. Je suis retournée chez mes parents. J'ai bossé mes examens écrits pendant 3 mois, toute seule comme une grande. Et après, j'ai renchaîné 5 mois en autarcie toujours pour boucler mon mémoire et préparer ma présentation orale. Donc oui, après, je suis revenue dans le monde social. J'ai vu des gens. Déjà, j'ai commencé par ça. Et en fait, j'avais toujours dit, dès le DPECF, en fait, j'avais dit, si ça me plaît, je vais jusqu'au bout et je monte mon cabinet. Pour moi, il n'y avait même pas de sujet, en fait. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de médecins, donc les gens sont à leur compte. Et j'ai un père qui, justement, ça l'emmerde de trop travailler, il voit pas l'intérêt, donc en fait, il préfère travailler 3 jours par semaine. Quand tu grandis avec cette image-là, le salariat, au bout d'un moment, tu fais, je pense que ça va pas trop me plaire, moi. J'aime bien le côté liberté. Et donc, après mon autarcie, juste après avoir envoyé, en fait, le mémoire au SIEC, donc je l'ai envoyé en février 2016. Juste derrière, je m'étais calé 4-5 jours de vacances en Angleterre, et j'ai reçu un message sur LinkedIn de Gaspard. Oui, on a des amis en commun, j'ai entendu parler de ton projet de monter un cabinet. Parce que moi, c'était je monte mon cabinet après avoir obtenu le DEC. Parce que j'avais quitté mon cabinet, j'étais partie de Paris, je donnais tout ce que j'avais sur avoir ce deck et monter mon cabinet le plus tôt possible. Je me suis dit, je vais galérer, les 5 premières années, ça va être compliqué, et j'aurai la motive que maintenant. C'est pas... Moi, je sais que quand on commence à se mettre dans un confort de vie, après, c'est compliqué de se le retirer pour voilà. Et donc, finalement, c'était entre dépôt du mémoire et obtention et passage de la soutenance que donc j'ai reçu un message de Gaspard qui m'a demandé qu'on se rencontre, parce que lui était chef de mission dans un cabinet sur la presqu'île, et qu'il aimerait discuter de mon projet d'ouvrir un cabinet. Et donc on s'est rencontrés, et puis en fait on s'est dit qu'on avait un peu la même vision des choses. Donc, au bout de 2-3 mois, on s'est dit ok banco, on monte un cabinet ensemble. Finalement, à partir du moment où il y en a un de nous deux qui est diplômé, parce qu'il passait à la même la même session que moi. Et donc voilà, et donc on a été tous les deux diplômés en mai 2016, et donc on est passé après, lui pendant l'été il était toujours dans son cabinet, et moi, je préparais notre futur cabinet. Et on est passé en commission à l'ordre le 20 septembre 2016 pour s'installer officiellement, avoir notre cabis le 28 septembre 2016.
ça marque, hein. Et voilà. Et donc, début du cabinet qui avant s'appelait MGS Conseil, où pendant 3 mois, on a travaillé de chez moi. L'enfer. L'enfer sur Terre, ne faites pas ça. Donc, c'était pratique parce qu'on n'avait pas encore les locaux, ils étaient disponibles qu'au 1er janvier. Mais travailler de chez soi, c'est très compliqué. Alors, le télétravail, je trouve ça génial, mais d'avoir son serveur et tout ça, et des gens qui viennent travailler chez soi, c'est dur. Oui, chez soi, tout seul, ça va. Ouais. Après, quand c'est tout le monde qui vient chez soi, c'est autre plus chose. Compliqué. Ah, et puis, il y a le côté aussi, tu sors pas de chez toi, en fait. Oui. Donc, moi, j'avais instauré un petit truc. On avait demandé si on pouvait mettre déjà le nom de notre cabinet sur la boîte aux lettres des futurs locaux. Et donc, je prenais mon petit vélo et j'y allais tous les jours chercher le courrier. Pour sortir un peu. Ouais. Pour ça durait que 3 mois. Ouais, mais en fait, franchement, c'était pas simple. Ouais. C'était pas simple parce que... Après, c'est du psychologique, hein, mais j'avais déjà passé 9 mois enfermée à cet endroit-là pour faire le deck. J'avais juste envie de voir des gens. Je connaissais finalement personne à la Baule parce que j'étais revenue après pas mal d'années à Paris et Nantes. Donc, je connaissais plus personne. Donc, finalement, en fait, tu finis ta journée et tu vas chez toi. Et tu fais... c'est compliqué. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas. D'ailleurs, ça avait toujours été un souhait d'aller à la Baule ou... Alors, pas tout à fait. Alors, revenir vivre à la Baule, oui. Parce que j'étais tellement dans le mal d'être à Paris que quand je suis revenue dans le deck... ça m'était arrivé pendant le DSCG, en fait, de vouloir rentrer à la Baule, parce que à la Baule, on a quand même une vie plutôt sympa, voilà. Surtout printemps-été, les apéros sur la plage, les barbecues, c'est plutôt... Quand on a goûté à ça et qu'après on a pu ça, on fait « Ah, c'était bien en fait !» Et donc, quand j'étais en DSCG, j'essayais de rentrer. En fait, avec mes frères, on avait un bon groupe de potes. En fait, on se faisait des barbecues à 30 sans difficulté à la maison. C'était royal, quoi. C'est vraiment la belle vie. Et ça m'était arrivé certains week-ends de vouloir rentrer parce que temps de dingue. Et là, en fait, l'enfer parce qu'il n'y a pas de train. Et parce que j'avais pas prévu avant, mais je m'en fichais en fait de payer cher. Il n'y a pas de train. Et là, psychologiquement, très compliqué pour moi. Donc pendant le deck, en fait, moi revenir à Paris pour le deck, en fait, ça a été un énorme sacrifice personnel. Parce que je savais qu'en fait, je supportais plus d'avoir cette vie professionnelle qui était énergivore et enfin, qui laissait pas de place à ma vie, en fait. Donc, je me suis mise dès le début, j'ai avancé à la SNCF tous mes billets de train pour faire tous les week-ends des 3 années et demie que j'ai fait à Paris. Donc la SNCF avait toujours 2 000, 3 000 euros à moi en avance. J'avais un tableur Excel pour quelle gare, quel prix, quelle heure. Et comme ça, je pouvais, le jeudi, en fait, je me disais, ok, je rentre ou je rentre pas. Et en fait, c'est ce qui m'a fait tenir sur ce deck. Parce que j'arrivais, le vendredi, c'était sacré. Je partais à 16h45 pour avoir mon train. Et donc, en fait, j'arrivais à la Baule vers 20h. J'avais le coucher de soleil, j'étais sur la plage, j'étais, je respire. Et donc, je savais qu'en fait, je voulais pas rester à Paris. Mais pour le côté rencontrer du monde, voilà, je voulais être à Nantes. En fait. Ce qui m'a changé mes plans, c'est que j'ai rencontré Gaspard. Gaspard qui, lui, donc, habitait sur la côte et avait femme et enfant. Donc, en fait, un peu compliqué. Donc, on s'était mis d'accord. Ok, on le monte à la Baule. Mais moi, sous max 5 ans, il y a une antenne à Nantes et je déménage à Nantes, quoi. Donc, au final... ça se fait quand même maintenant, finalement. Le cabinet est toujours à la Baule. J'ai pas mal de clients à Nantes. J'ai un appart à Nantes. J'ai un projet d'avoir une 2e antenne à Nantes. Donc on y va, doucement mais sûrement. On arrivera à tout ça. Aujourd'hui, le cabinet, c'est MCG Conseil. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la transition ? Alors, donc moi, en septembre 2016, on a donc monté un cabinet avec Gaspard qui s'appelait donc MGS Conseil. Et donc sur la théorie, on était d'accord sur beaucoup de choses et en fait, en pratique, on s'est rendu compte que on n'avait pas les mêmes façons de faire avec des salariés, on n'avait pas les mêmes façons de faire avec nos clients, on n'avait pas la même vision des choses sur des sujets comme le marketing, justement, la communication.
Donc on a essayé, mais voilà, on avait des avis divergents sur trop de choses. Donc en fait, au bout de 4 ans, on s'est séparés. Et donc en fait, le cabinet a basculé en MCG Conseil en octobre 2020. Et donc Gaspard en fait a remonté un cabinet avec son équipe, ses clients. En fait, on a maintenu en fait finalement ce qu'on avait ensemble, mais dans 2 cabinets différents. Donc voilà, cabinet Galéo aussi à La Baule, pas très loin de MCG Conseil, je on est à genre 450 mètres. D'accord. Les gens sont pas perdus. Donc du coup, une séparation qui se passe bien en fait, du coup. Au début, on va dire que ça a été un petit peu compliqué, mais quand tout le monde quand on se calme, c'est comme une rupture personnelle en fait. Enfin, c'est compliqué. Fallait séparer les enfants, fallait séparer Enfin, c'est pareil en fait. C'est même, c'est pas que c'est presque pire dans certains aspects parce qu'il y avait des aspects financiers qu'on n'a pas autant en fait sur le côté personnel. Donc, à partir du moment où voilà, ça a décanté et que tout le monde est revenu avec une certaine logique cartésienne et pas juste émotive. Voilà, on s'est mis d'accord pour se séparer de la meilleure des façons et qui nous coûte le moins cher à tout le monde et qui traumatise le moins nos équipes, le moins nos clients. Et ça a fonctionné malgré le fait qu'on était en plein Covid. Alors ça a été l'enfer, mais parce qu'en fait, on avait... ça faisait 6 mois qu'on était dans le Covid, quoi. Donc ça n'a pas aidé, ouais. Effectivement, ouais. Mais ça s'est fait. Et donc du coup après tu crées ou tu transformes du coup officiellement, je sais pas si c'est la même structure juridique qui a été transformée. Non, alors ça on s'était mis d'accord justement. J'ai gardé en fait le cabinet. D'accord. Parce qu'initialement c'était mon projet. À la base, par exemple, MGS Conseil, c'est parce que moi je voulais appeler mon cabinet MCG Conseil. D'accord. Et que nos initiales faisaient un bon combo. Et donc, voilà. Donc là, par exemple, voilà, je lui ai dit, moi, je vais revenir sur le nom que j'avais prévu initialement. Parce que lui, en fait, il est venu avec plein d'idées et tout. Mais c'est vrai qu'initialement, la personne qui avait cette idée de cabinet au démarrage, c'était moi. Et donc, c'est vrai que lui, je pense qu'à entendre parler de moi par X et Y, en fait, il s'est dit, c'est vrai que c'est peut-être le moment, en fait, de passer de salarié, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps à aménager les locaux, à essayer de faire des posts sur les réseaux, des choses comme ça. Et donc, je lui ai dit, c'est vrai qu'en pratique, l'ADN du cabinet, de ce cabinet, c'est quand même plus moi. Donc ça, pareil, ça a été un petit peu compliqué au début, mais en fait, même lui, après, il a fait ouais. En fait, sur certains sujets, on était en conflit, et en fait... Voilà, donc j'ai gardé la structure. Après, voilà, il y a certaines choses. Voilà, il m'avait dit, de toute façon, tu changes l'image, tu changes ceci, tu changes ça. Ouais, normal. Donc ça, on l'a fait. Et puis voilà. Donc non, on a gardé les mêmes locaux. Voilà. Mais justement, il y a eu dans le divorce, qui prend ça. Mais c'est bien fait. Et au final, justement, il est parti. Mais moi, j'étais, mais t'es sûr, tu prends genre rien en fait. Il fait non, en fait, je vais. Voilà. Il a reconstruit quelque chose à son image, comme il avait envie. Et... Voilà. Trop bien. Et du coup, alors, MCG Conseil sort de terre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Comment tu reconstruis ce cabinet? Techniquement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas tant changé parce que déjà, les logiciels n'ont pas changé. Nos locaux n'ont pas changé. Donc moi, c'est vrai que quand on a prévenu les clients, justement, je les ai rassurés en disant, le nom change. Nous, en interne, il y a des choses qui vont changer. Mais en fait, au quotidien, il n'y a pas tout qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est la vie dans l'équipe, en fait. Parce qu'avant, en fait, finalement, on prenait les décisions à 2. C'était... Et on n'incluait pas vraiment l'équipe parce qu'on était déjà 2, il fallait déjà qu'on soit 2 à être d'accord. Donc en fait, et c'était pas si simple. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis en fait, on était arrivé à un stade où on avait même carrément déjà chacun nos salariés en fait. D'accord. Donc on n'avait pas la même façon de voir les choses. Donc c'était compliqué parce qu'en fait, moi je gérais mon équipe d'une façon et lui son équipe d'une autre.
Donc en fait, finalement, le fait qu'on se sépare, ça a simplifié les choses. Parce qu'on n'avait plus à se mettre d'accord sur comment on gère telle chose. Donc il y a eu une phase d'adaptation un petit peu. Moi, ce que ça a changé au quotidien, c'est que je me suis mise à avoir plus facilement en fait un management participatif. C'est qu'en fait, et justement pour essayer de fidéliser mon équipe et aussi de les rassurer en fait, parce que elles n'étaient pas sereines de ce qui se passait, elles savaient pas trop où ça allait, donc en fait je discutais beaucoup avec elles, je les rassurais sur ce qui allait se passer, sur ceci, cela. Et ça s'est plutôt bien passé, hein. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de pétage de câble, ni des clients, ni des collabs, donc ça va. Et en fait, je me suis mise en fait, naturellement à de plus en plus les consulter en fait, pour des sujets, pour faire avancer le cabinet. Et du fait de mon expérience passée, du fait de clients qui parfois prennent des énormes décisions et n'informent pas leurs équipes, et en fait, c'est le jour où ça arrive, qu'ils apprennent tout, et en fait, il y a tout le monde qui part en vrille. Voilà. Moi, en fait, je me suis mise à vraiment intégrer la vie de mon équipe. Alors, parfois, je leur dis, ça, c'est pas possible, mais je leur demande, voilà, par exemple, un truc tout bête, au début, pour que, justement, ce réaménagement soit apprécié par tout le monde. Finalement, avec Gaspard, on avait un grand bureau, et mon équipe était dans un petit bureau à deux. Sauf qu'en fait, si Gaspard s'en va, moi j'avais un grand bureau pour moi toute seule et elles avaient un petit bureau pour deux, ce qui était un petit peu contradictoire. Et moi je suis allée voir, je fais bon, on change. Je prends le petit bureau et vous prenez le grand bureau. Je dis, oh, non, et tout, c'est pas bien, c'est vous l'expert comptable. Et je dis, non, mais c'est ridicule, je vais pas garder un bureau de 25-30 mètres carrés pour moi toute seule et que vous allez garder un bureau de 10-12 mètres carrés pour deux. Enfin, il y a un moment. Et donc, en fait, je leur ai dit, on réaménage ensemble. Donc, en fait, on a pris les bureaux, on les a déplacés ensemble. Et c'était la première fois, en fait, qu'avec l'équipe, on faisait ça. Parce qu'à chaque fois, sinon, moi, je faisais ça le week-end, ou on faisait ça ensemble le soir avec Gaspard. Et là, en fait, voilà. Et donc, je leur ai demandé leur avis. Et puis, ouais, vous en pensez quoi? Déplacer des clubs et tout. On va galérer, tu sais, pour les passer à travers les portes. Puis, ouais, c'est pas mal. Non, mais je sais pas et tout. Et c'était la première pierre. Et en fait, c'était, finalement, 1er ou 2 octobre. Juste après m'être séparée de Gaspard, quoi, officiellement sur le papier. Et puis après, de fil en aiguille, sur pas mal de choses, quoi. Donc les aménagements des bureaux, après à chaque fois je leur ai demandé leur avis. Évidemment, c'est moi qui cherche les bureaux, qui cherche des idées, mais après je leur demande, vous en pensez quoi? Parfois, non, ma c'est une idée de merde, ok. Non, j'exagère, c'est pas aller jusque là, mais voilà. Donc et puis après ça s'est dupliqué sur d'autres sujets, quoi. Les embauches, les CV, je leur monte à chaque fois. Les CV où moi, il y a un entretien qui est bien, et voilà, je leur en parle. Je leur demande leur avis, et voilà. Donc ça a changé, ouais. Puis je pense que c'est plus facile aussi pour l'équipe d'accueillir quelqu'un qu'ils ont participé à choisir. Oui, et puis en fait, c'est truc tout bête, mais je sais que j'ai nos clients entrepreneurs... quand ils se posent des questions sur leur entreprise, ils nous appellent nous. Ma Caroline, t'en penses quoi? Et puis je sais pas, est-ce qu'il faut que j'embauche quelqu'un? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et finalement, souvent, ils en parlent pas trop à leurs équipes. Parce qu'ils ont ce conseiller privilégié qui est l'expert comptable. Donc moi, voilà, je donne un avis honnête sur la question. Mais nous, on n'a personne à côté de nous pour nous dire non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Non, mais ça paraît stupide, mais un expert comptable n'a pas d'expert comptable. Donc, et pour moi, les personnes les plus à même d'apporter une réponse ou un avis qui va être conforme en fait aux besoins de nos clients, du cabinet, de tout ça, c'est les gens qui travaillent au quotidien avec nous. Donc, évidemment, elles ne sont pas dans toutes les décisions, hein, mais elles sont je leur demande leur avis dans pas mal de choses, ouais. Maintenant. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas parlé du CGEC, mais ça a quand même fait partie pas mal de ta vie. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Oui. Le CJEC, en fait, donc, le Club des jeunes experts comptables, il a quand même pour objectif justement
moi, mon objectif quand j'ai adhéré, donc j'ai adhéré dès le montage du cabinet. En fait, on était même allé à des ateliers en fait avant d'avoir le cabinet, avant d'être officiellement inscrit à l'ordre. On avait contacté, on disait on peut venir ou pas, parce qu'il y avait des sujets qui nous intéressaient. Et en fait, quand on monte un cabinet ex nihilo, on se sent seul, très seul. Surtout quand on monte un cabinet dans une ville où on n'a pas fait son expérience professionnelle. Et moi, j'avais fait mon expérience à Paris. J'ai fait mon DEC auprès de l'Ordre de Paris-Île-de-France. Je m'installe dans une région où je connais plus personne, ni en pro, ni en perso. Et je vais pour monter un cabinet. Et là, même si j'avais un associé, en fait, j'avais besoin d'avoir d'autres avis. Comment ils font les autres ? Est-ce que finalement, je suis en train de foncer dans le mur totalement avec mes idées, là ? Donc c'est vrai qu'on était allé à des ateliers du CJEC. Et puis, en fait, alors déjà, on a adhéré direct parce que ça permet d'avoir des remises sur plein de choses, les assurances, les prêts, les outils informatiques. Et puis, en fait, moi, j'avais ce besoin d'intégrer, physiquement parlant, la profession, en fait. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais j'avais besoin de rencontrer des confrères comme moi, en fait. Comme moi. Qui soient ex nihilo ou pas ex nihilo, mais finalement qui viennent d'être diplômés depuis pas longtemps et d'avoir un retour de eux, comment ils font, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a adhéré, et puis c'est-à-dire que on m'a très très rapidement demandé d'intégrer le bureau, très 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 rapidement même, Julien, si tu nous entends. Et donc en fait, moi je me suis dit ok, en fait, parce que j'ai un cabinet qui... moi, littéralement, c'est ex nihilo, j'avais pas de clients. J'ai mis ma plaque, j'avais pas de clients. Donc, j'avais des milliards de choses à faire pour ce cabinet, rédiger des modèles de lettres de mission. Enfin, ça s'arrête pas, hein, même si justement, il n'y a pas de clients en face, il n'y a pas de production, mais il y a beaucoup de préparation en avant. Mais je me suis dit, ok, je deviens membre du bureau et ça va me faire rencontrer des gens... rencontrer des gens de l'ordre aussi, parce qu'en fait l'ordre ça fait un peu peur, hein, quand on est de l'extérieur. On dit la déontologie, la confraternité, tout ça, faut faire des dossiers et tout pour pas... Non mais c'est vrai, on passe en commission et après on repasse en commission et voilà, on peut s'en faire tout un monde. Et je me suis dit, moi j'ai envie en fait de participer à cette profession, de promouvoir cette profession, et donc première étape, CJEC. Donc c'est vrai que j'ai fait 4 années de mandature CJEC, vice-présidente, présidente, voilà. C'était plutôt cool. Beaucoup de boulot, mais des super rencontres. Et ça m'a consolidé sur le fait déjà que c'était une profession géniale, parce qu'il y avait des gens géniaux dans cette profession. Et puis, en fait, partager nos expériences, c'est un truc... et je me suis aussi rendu compte que, en fait... on était quasiment tous dans ce cas-là, parce que une année, on m'avait demandé de faire les estivales, de participer justement à faire une conférence sur l'installation ex nihilo, donc impressionnant, salle de 100-150 personnes, micro-cravate, tout ça, waouh, ok, pour parler justement de mon expérience. Et en fait, donc j'en ai parlé naturellement comme là, après ça plaît pas, voilà. Mais ça a pas mal plu, parce qu'en fait, après, dans les couloirs, dans les allées du congrès, mais je sais pas, on m'a demandé genre 50 fois ma carte de visite. Et je dirais l'enfer, en fait. Je suis hyper contente d'avoir motivé des gens. Parce que c'est pareil, CJEC Pays de la Loire, on m'a demandé plusieurs fois de parler de mon expérience et finalement de montrer que c'est pas impossible de s'installer ex nihilo. Et j'ai motivé plusieurs personnes à passer ce cap et de se lancer, ce qui est quelque chose de hyper gratifiant et c'est génial comme les clients en fait, hein, mais de faire ça dans la profession, en fait c'est presque plus difficile de faire ça dans la profession qu'avec des clients, de leur dire maintenant faut sauter, hein, faut y aller là. Donc non mais des super rencontres, et puis on se sent moins seul. C'est très binaire, mais ça fait partie de ça. Bon, expérience assez intéressante quand même. Ouais. Au sein du CJEC, est-ce qu'il y a des projets en particulier qui sont développés ?
Alors, en fait, le CJEC, il a plusieurs objectifs. Déjà, justement, c'est que finalement, on se retrouve du jour au lendemain, on n'est plus encadré, en fait. Parce que quand on est dans le deck, on a l'ordre, on a aussi l'annexe, si on veut, voilà, on a des tuteurs, voilà, et du jour au lendemain, il ne se passe plus rien. Donc l'objectif, c'est aussi justement de dire vous n'êtes pas seul et de regrouper les gens qui se sentent un petit peu seuls et voilà, d'arrêter d'être dans son coin. C'est aussi de promouvoir la profession, aussi bien en interne auprès d'étudiants, ce genre de choses, qu'en externe, en fait. D'aider les experts comptables diplômés à savoir ce qu'ils veulent faire, parce qu'on se rend compte qu'un des ateliers qu'on fait chaque année au CJEC, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec maintenant que vous êtes diplômé. Devenir associé, devenir salarié, ça c'est l'atelier phare de tous les CJEC de France. Ouais. Tout le monde le fait une fois par an. Et après, on a des sujets aussi techniques, en fait, c'est aussi voilà, de développer un petit peu la curiosité professionnelle des adhérents. Avec, il y a des partenaires historiques et en fait, annuels où en fait, on a des ateliers justement pour des conférences un peu clés en main. Donc, moi, par exemple, j'en avais organisé une avec GAN, qui est un partenaire historique, sur la cybersécurité. Donc j'étais venue avec mon assureur, on était allé à Procès, là, dans la salle très sympa pour discuter de tout ça, et en fait, on débat ensemble, ce qu'on ne peut pas faire obligatoirement dans son cabinet. Quand on est tout seul, on ne va pas débattre avec le mur. Hein, donc c'est des choses toutes bêtes. Et puis aussi, c'est pour remettre du lien avec l'ordre. Parce qu'en fait, alors quand on est adhérent, on a moins ce lien-là. Mais quand on est membre du bureau, en fait, on s'engage à faire certaines choses pour faire tourner cette association, dont notamment organiser un atelier. Et en fait, on est en lien avec l'ordre. Et les instances, alors surtout quand on est président et vice-président, mais on est en lien avec eux toutes les semaines quasiment, pour se mettre d'accord sur les événements, les dates, parce qu'aussi il ne faut pas oublier que cette association elle est quand même financée par l'ordre, en grande majorité, enfin l'ordre et la compagnie, hein, et donc on organise beaucoup de choses ensemble. Et après, justement, l'objectif c'est que l'attractivité de la profession passe par le CJEC et l'annexe, sous couvert justement en fait un petit peu de l'ordre qui de mieux pour promouvoir la profession auprès des jeunes que les jeunes de la profession. Donc ça, moi j'adorais cet aspect-là. C'est pour ça que quand on me disait Marie-Caroline, tu viens ? Oui, j'arrive. Donc non, CJEC, je vous conseille d'y aller si justement rien que échanger en fait. Parfois, franchement, nous c'était une excuse pour aller prendre un verre avec d'autres experts comptables après un sujet sympa, mais parfois c'est pas le sujet qui t'interpelle énormément. Mais avec d'autres, tu te dis tu vas là-bas et en fait après on fait un moment d'échange autour d'un verre, autour d'un sport parfois. Il y a eu des trucs, justement, du laser game. Ils ont sûrement fait genre un lancer de hache, ou s'ils ne l'ont pas fait, vous devriez le faire. Voilà, et en fait, on passe un bon moment, et ça casse un peu les codes aussi de cette profession qui parfois peut être vue un peu de façon rigide, où là, c'est pas le cas, quoi. Et alors moi, j'ai une question par rapport au CJEC. Est-ce qu'il faut forcément créer son cabinet pour y adhérer ou... Non. À partir du moment où on a le mon peut adhérer au CJEC ? Alors en fait, on peut même adhérer avant d'être diplômé. D'accord. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais mon année de présidence, parce que c'est quand même quelque chose qui est très structuré, hein, c'est une association donc, qui est avec des cellules régionales, comme l'ordre, mais en fait, on a un national. Donc quand on est élu président et vice-président dans la cellule, on a un stage, un séminaire de 3 jours à Paris, avec tous les présidents et vice-présidents de France. Donc en fait, là, on rencontre, pareil, c'est hyper intéressant de voir, vous faites comment, et puis toi, t'es qui, voilà. Et en fait, tout le monde peut venir au CJEC, en fait. Déjà, il y a l'obligation d'être adhérent. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Si on n'est pas adhérent, en fonction de l'événement et en fonction justement du côté quelle activité est faite derrière, si c'est un verre ou si c'est justement un truc de lancer de hache ou du karting ou des choses comme ça, ça peut être payant. Mais en fait, quelqu'un qui n'est pas adhérent, et ça c'était ma banderole que j'affichais partout en disant c'est pas parce que vous n'êtes pas adhérent que vous ne pouvez pas venir. Donc moi, par exemple, pour la petite anecdote, quand j'étais en DEC, donc à Paris,
j'étais donc inscrite à l'annexe, j'étais adhérente de l'annexe. Et en fait, il y avait un atelier un soir que je trouvais trop bien pour le cabinet. Et donc, j'avais contacté l'annexe, je fais, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Il me dit, ouais. Je suis venue avec mon patron. Et en fait, il avait payé 10 balles pour être là, quoi. Et après, tout le monde était... Parce qu'après l'atelier, tout le monde commence à échanger et tout. Puis en mode, mais vous êtes dans le deck et tout? Ah non, moi je suis expert comptable chez mon cabinet. Donc, qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai mon expert comptable stagiaire qui m'a dit que voilà, ça pourrait nous intéresser. C'est tout bête, mais en fait, il y a des associations aussi régionales et locales d'experts comptables pour justement discuter autour de sujets comme ça liés à la profession. Mais finalement... déjà, il faut pouvoir y aller, il faut aussi s'entendre avec les autres. Le CJEC et l'annexe cassent les codes par rapport à tout ça. En fait, finalement, les gens, ils sont dans des cabinets différents, avec des façons de faire différentes. Et en fait, on s'en fout, quoi. L'idée, c'est de discuter et de voir un petit peu donc ça, c'est génial. Et donc, on a déjà fait venir aussi des gens, des adhérents de l'annexe à des ateliers de CJEC parce que ça peut les intéresser, en fait. Donc on s'était mis en binôme, là, Annexe et CJEC Pays de la Loire, pour en fait jumeler également certains événements. Pour aussi arrêter de faire cette distinction entre diplômé et pas diplômé. Parce que, je suis très fière de ce diplôme, j'ai galéré pour l'avoir comme tout le monde, sauf qu'en fait, à la fin, c'est qu'un bout de papier, en fait. Ce qui est important, faut l'avoir, hein. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mais finalement, ce bout de papier fait toute la différence sur le statut, alors qu'en fait, j'aurais pas eu le DEC, j'aurais eu la même expérience dans les pattes. Donc un expert comptable stagiaire n'a pas grand-chose à envier à un expert comptable mémorialiste. La seule chose, c'est qu'il a fait ces 3 années. Hein. Mais un expert comptable mémorialiste n'a pas encore passé ce calvaire du mémoire. Mais c'est vrai, et donc en fait, même des étudiants, alors le truc c'est que des étudiants de DSCG, officiellement, ils peuvent venir à une réunion de CJEC. Mais normalement, les sujets, en fait, le truc, c'est ça, c'est que les sujets sont adaptés. Annexe, c'est plus focalisé études. Justement, ils font des ateliers de coaching, de formation, de préparation aux examens, des choses comme ça. Nous, c'est plus orienté métier. Métier et comment s'installer, comment exercer, des choses comme ça. Donc, mais tout le monde peut venir. Justement, venez en fait. Comme tu dis, c'est le sujet qui va finalement filtrer un peu qui va être intéressé ou pas par venir ou pas. Oui, parce que nous, on est sur des sujets, comment assurer un cabinet, la cybersécurité, la responsabilité du dirigeant. Donc, il y a des sujets qui sont métiers, donc en fait, finalement, des étudiants peuvent venir. Mais c'est pareil, en fait, il faut quand même, vu que notre public est quand même normalement au-dessus du bac+5, on est sur des sujets assez techniques. Qui frisent justement, pour certains ça pourrait être des formations qu'on paye au CECARA pour une journée de formation. Là en fait c'est plutôt d'aller jouer sur la curiosité et de sensibiliser sur des sujets, mais c'est pas en 1 heure qu'on apprend quelque chose. En mode faut y penser à cybersécurité par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'y regarderai un jour. Non mais en fait fais-le maintenant. J'aimerais revenir un peu du coup maintenant plus sur toi et le cabinet du coup MCG. C'est quoi la culture chez MCG Conseil? La culture, c'est-à-dire? C'est très vague. Je dirais que déjà c'est d'être soi-même. C'est vrai qu'il n'y a pas de dress code, il n'y a pas tout ça. Tout le monde maintenant le sait. Alors je sais que c'est drôle parce que quand il y a des nouveaux ou des stagiaires, et après ils vont voir l'équipe en mode non mais alors il faut se mettre en costume ou pas ou machin. Non t'inquiète pas, Marie-Caroline, elle se formalise pas du tout. Alors il faut vraiment être super super mal habillée pour que je dise un truc, ce qui n'est jamais arrivé en fait. Parce que moi la première, je m'habille normalement en fait. Donc ça c'est important parce que ça fait que les gens sont à l'aise. Et avec cumulé avec ce côté management ouvert, où, par exemple, quand je reçois des candidatures de stage et que je l'envisage, je leur demande leur avis. Alors, elle m'a dit, Marie-Caroline, non. Ok. Bon, je vais peut-être les laisser tranquilles cette année, quoi. Mais elles savent pourquoi je veux prendre des stagiaires, des choses comme ça. Mais donc,
c'est tout bête, mais là, cette phrase de « Non, mais Marie-Caroline, cette année, on aimerait bien pas avoir de stagiaires », ça veut dire qu'elles sont quand même assez à l'aise pour me le dire. Hein, ce qui paraît anodin, mais c'est juste primordial, en fait. Parce que moi, je me dis, c'est important pour le cabinet, pour montrer justement une bonne image de la profession. Donc, je suis attachée à avoir un stagiaire par an. Et tous nos stagiaires nous ont recontactés. Et là, ils m'ont tous envoyé quasiment un mail pour les vœux. Ou ils m'envoient un mail pour me dire quand ils ont eu leurs examens. Donc, ça veut dire qu'on les a marqués quand même. Donc, ça doit pas être tout le temps. Je sais pas comment font les autres et comment ça se passe chez les autres, mais moi, tous les stagiaires qui ont passé la porte du cabinet, que ce soit pour un stage de 10 jours ou de 3 mois, ils nous donnent des nouvelles. Tous les ans. Donc, parfois, il y en a, ils viennent « Ouais, je suis à la Baule, je peux passer et tout. » Bon, je considère que j'ai réussi mon job de promouvoir la profession, et la profession dans son ensemble, en fait, parce que l'objectif, c'est qu'ils voient tout ce qu'on peut faire en cabinet, et donc le champ des possibles pour eux. Donc l'ADN, je dirais que c'est que du cabinet, c'est que tout le monde peut être soi-même, dans la limite du raisonnable, évidemment, faut pas non plus... Voilà. Vous avez quand même des nerfs. Ouais, mais ça, en fait, c'est un caprice de ma part. Parce que c'est vrai que je ne tire pas sur mes salariés, on se détend, mais je tire au-dessus de mes salariés. Il y a un tableau au-dessus de leur tête, et quand on me dit des trucs qui m'énervent, je tire sur le tableau et ça ricoche et ça revient. En fait, le truc, c'est que je considère que c'est un cabinet qui est à mon image, où en fait, j'ai pas monté ma boîte pour subir. Ça paraît binaire, mais moi, j'ai envie d'être moi-même dans ma boîte. Je l'ai montée pour ça, et puis je galère sur plein de choses pour avoir cette qualité aussi de... je traîne pas la patte pour aller bosser. Hein, donc j'ai des locaux que je trouve confortables. Voilà, et c'est ça, en fait. Donc les clients, quand ils font de la merde, je leur dis, t'as fait n'importe quoi, là. T'es stupide ou quoi? Enfin, j'ai pas beaucoup de filtres. Alors mon équipe, évidemment, avec les clients, a un peu plus de filtres, mais avec moi, ils en ont pas. Donc ça, je pense que c'est important, parce que finalement, là, on est passé par des mois un petit peu plus compliqués dans l'équipe, et finalement, quand commence à y avoir un caillou dans l'engrenage, ça peut facilement s'envenimer. Le cerveau de certains peut facilement être retourné, et ça peut... voilà. Mais nous, on a continué à communiquer. Et voilà, donc quand il y a quelque chose qui se passe, on communique. Donc elles savent qu'elles peuvent venir me voir pour tout, voilà. Donc, et ça fait que j'ai une équipe qui est plutôt déjà à l'aise, et qui ça se passe bien, en fait. Pourtant, on gère, comme tout le monde, on gère des sujets compliqués, et en ce moment, le discours client est un peu compliqué, en fait. C'est tendu, en fait. Là, on le sait, avec l'inflation, tout ça. Il y a tout le monde qui est à cran, et donc parfois ça tombe sur nous. Mais malgré ça, en fait, ça se désamorce dans le cabinet. Et c'est vrai que j'ai les buzzers aussi pour aussi désamorcer ça paraît stupide, mais c'est très réfléchi, cette histoire de buzzer. Parce qu'en fait, j'essaye d'être le plus pédagogue possible. J'ai toujours du temps, déjà, pour former quelqu'un. Donc en fait, elles savent qu'elles ont une question, mais elles viennent dans mon bureau. En fait, elles s'attendent pas 4 jours. C'est peut-être le moment. Même si, en fait, sur mon planning, il n'y a pas 5 minutes de dispo, mais je suis entre 2 rendez-vous, elles viennent dans mon bureau. Et parfois, je dis, alors là, je peux pas parce que là, je suis déjà en retard et machin. Mais avec mon équipe, on parle finalement plus d'1 heure par jour. Donc ça, c'est génial. Et en fait, on gère des sujets compliqués. J'ai une équipe qui est en formation pour la grande majorité... Oui, la grande majorité, parce que soit ça a été de la reconversion, soit elles sont en études, donc, et tout le monde veut monter encore en compétences. Et finalement, en fait, je fais ricocher énormément les questions. Donc j'en ai une qui va me demander « Oui, mais Marie-Caroline, pourquoi on fait ça comme ça ?» Je dis « à toi de me dire. » Je sais pas. À toi de réfléchir. Et donc, en fait, quand il y a une mauvaise réponse, je buzz. Mais ce qui fait qu'en fait, souvent, quand on va me poser... Ça arrive plusieurs fois dans la semaine... Quand on va me poser une question comme ça en mode « Ouais, mais je sais pas comment faire ça dans tel dossier », et en fait, on va se transformer en mode un petit peu scolaire, où moi, je vais reformuler la question, et en fait, après, mon équipe, en fait, intéressée, va tirer sur le fil. Et donc, en fait, ça va se transformer
en discussion-débat de 30-40 minutes. Et donc, justement, moi, je vais les faire cogiter en leur posant des questions pour dérouler justement la botte de fil. Et donc, je fais ricocher les questions. Donc, en mode, toi, tu sais, non, ou sinon, c'est mauvaise réponse, et donc, coup de buzzer. Et donc, parfois, ils sont, putain, je sens que je vais me prendre un coup de buzzer, là. Et donc, ça dédramatise, en fait, le fait de ne pas savoir. Et de poser des questions à l'expert comptable aussi. Parce que moi, je le ressens pas avec mon équipe que je suis l'expert comptable. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais... Non, mais enfin, on travaille au quotidien ensemble. Alors oui, je suis expert comptable. Oui, c'est moi qui tape du poing sur la table quand il faut le faire. Oui, c'est moi qui ai le dernier mot sur les sujets. Mais au quotidien, il n'y a pas ce gap, en fait. Donc... Et donc parfois, en fait, ça arrive que mon équipe soit pas d'accord avec moi et que après je dis ouais, t'as raison, c'est mieux si on le fait comme ça. Ouais, j'ai pas la science infuse, hein, donc tout le monde a son mot à dire, quoi. Super réponse. Ok. Et d'ailleurs, du coup, j'ai une question. Tu tutoies tes collaborateurs ou ils te tutoient ou c'est vouvoiement? Alors ça, c'est un enfer. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Mais là, faut que je me force. En fait, historiquement, avec Gaspard, quand on avait monté le cabinet, je lui ai dit, faut qu'on se mette d'accord. Avant d'avoir ces salariés, on va se mettre d'accord. Soit on les tutoie, ils nous tutoient, soit on les vouvoie, ils nous vouvoient. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que moi, dans mon ancien cabinet, j'avais donc 2 patrons experts comptables. J'en avais un qui me tutoyait et j'en avais un qui me vouvoyait. C'était l'enfer. Donc, parce qu'après... tu glisses sur un tu à la mauvaise personne, tu deviens livide, tu paniques, alors qu'en fait, c'est... Et donc, avec Gaspard, tout le monde nous vous voyait. Et en fait, ça choquait et ça choque tout mon entourage professionnel et personnel depuis le montage du cabinet. Parce que justement, sur ce côté, moi, je suis très nature et tout ça, et c'est vrai que les gens me disent « Pourquoi tu vous vois tes salariés? C'est hyper choquant !» Je dis « Écoute, c'est comme ça, on s'était mis d'accord, voilà. » Donc quand Gaspard, on a scindé le cabinet, moi je suis allée voir mon équipe et je leur ai dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on se tutoie? Elle m'a dit, hors de question. Ah. C'est trop habitué déjà. Ouais, il y a de ça, et puis il y a ce côté, leur discours c'est toujours dire, non, mais en fait c'est une marque de respect, c'est vous l'expert comptable, machin. Donc c'est très, en fait c'est très poli et... moi, je suis très flattée en fait par cette réponse, mais ça continue à énerver les gens d'entendre que je vous vois mon équipe. Donc en fait, on fait que de me le dire, mais franchement, toutes les 2-3 semaines, on me dit, non mais attends, tu vous vois ton équipe? Genre, oh l'enfer. Donc franchement, en 2 ans, là, j'aurais dû leur demander au moins 20 fois. Mais on se tutoie? Non. Et donc, ce qui a commencé à changer, c'est qu'en septembre 2021, donc j'ai embauché 2 nouvelles personnes, dont une personne que je connaissais personnellement d'avant. Donc elle me tutoie, elle m'appelle Marika. Donc en fait, elle, je sais qu'elle a eu le petit flip, on m'a demandé à le reste de l'équipe, mais il va falloir que je la vous voie, Marie-Caroline ou... Donc l'équipe a dit, non, toi, on sait que tu la connais d'avant, donc tu continues à la tutoyer, c'est juste que nous, on veut pas la tutoyer. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Il y a une personne en tutoiement et l'autre personne que j'ai embauchée, elle voulait aussi me vouvoyer en mode hors de question de vous tutoyer, en mode... Et donc jusque-là, en fait, c'est resté un peu coincé comme ça pendant 1 an. Donc là, j'ai eu un changement de collaboratrice là sur le dernier trimestre. Et donc ma nouvelle collaboratrice, je lui dis, il y a 2 possibilités. Soit on se tutoie, soit on se vouvoie. Elle me dit, moi je viens de cabinet où tout le monde se tutoie. Je fais, ok, on va se tutoyer. Donc là, j'ai 2 personnes donc, qui me tutoient, donc je les tutoie. J'ai une nouvelle alternante qui a commencé en septembre. Elle a 21 ans, donc en fait, moi j'avais du mal à la vouvoyer, donc c'est plutôt facile pour moi de me forcer à la tutoyer. Et j'avais dit à l'équipe, à partir du moment où Chloé a commencé là en décembre, et elle m'avait dit, non, on se tutoie, moi je préfère. Moi, j'ai dit à l'équipe, je suis bon. Moi, vous pouvez maintenir le vouvoiement, en fait, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais, dans un avenir proche, je vais me forcer à vous tutoyer. Pour qu'il n'y ait pas, en fait... je veux pas qu'il y ait
un ressenti d'inégalité, en fait. Parce que moi, en fait, dans mon ancien cabinet, il y avait ça. Il y avait une personne qui tutoyait les patrons et c'était la seule. Et ça a créé des problèmes, en fait. Donc moi, je veux pas de ça. Donc déjà, je suis en train de m'acclimater sur finalement 2 nouvelles personnes. Et là, je me disais, bon, à la période fiscale, il va falloir que je me force à tutoyer les 2 autres qui me vous voient. Et puis après, on verra. Mais en fait, c'est vrai que c'est bête, cette histoire de tutoiement, vouvoiement. C'est assez bête, ouais. Mais ça traumatise, hein, parce que moi, on le dit tout le temps. C'est pour ça du coup que j'ai posé la question. Ouais, mais en fait, quand tu avais posé la question aussi. Ouais, bah oui, mais tout le monde en fait. Mais sauf qu'en fait, ça change en rien en fait la relation nature qu'on a en interne. Moi, je me moque sans retenue de mon équipe et elle aussi. Franchement, il n'y a aucune méchanceté derrière, donc en fait, tout est dans la bienveillance. Et en fait, se moquer de quelqu'un en tutoiement ou en vouvoiement, en fait, on le voit même plus. Donc, oui. C'est les habitudes après. Est-ce que chez MCG, il y a un secteur d'activité particulier au niveau de tes clients, ou est-ce que tu as un portefeuille assez diversifié Alors là, mon équipe va m'entendre. Non, en fait, j'ai pas de secteur parce que j'adore voir plein de trucs. Donc, elles le savent. Parfois, elles sont là, Marie-Caroline, sérieusement. Parce que, ouais, non, j'ai pas de. Je mets même pas de frein. Il y a que 2-3 activités que je refuse de faire, mais qui sont très, très spécifiques, en fait. L'agricole, les comptes de campagne, et puis le public, quoi. Grosso modo, hein. C'est très spécifique. Il faut quand même des formations spécifiques à ça. Non, en fait, je veux pas m'isoler dans un type d'activité parce qu'en fait, après, ça devient chiant de travailler. Pour moi et pour les équipes. Non, mais c'est vrai. Par exemple, j'avais fait un stage pendant le DECF, j'avais fait un stage à Rennes dans un cabinet qui a 80% de ses clients de pharmacie. Mais cabinet important quand même. Genre, ils étaient, je sais pas, 40, 50, 60 collabs. Et en fait... c'est hyper intéressant de faire des pharmacies. Mais quand tu ne fais que des pharmacies, en fait, tu te lasses. Comme tout, en fait. Donc moi, je veux pas, en fait, me sectoriser. Après, j'ai des secteurs qui sont quand même assez redondants, on va dire. On a quand même pas mal de restauration rapide, pas mal d'immobilier. Après, dans l'immobilier, on a aussi de la particularité, c'est qu'on a aussi des marchands de biens. Outre le côté un peu classique, on a des marchands de biens, on a de la promotion immobilière. Donc là, on commence à être sur des sujets assez technico-techniques. C'est vrai que compte tenu de mon passif de geek, tout ce qui est lié à l'informatique, j'aime bien, mon équipe un peu moins. Donc j'ai des clients dans la crypto, donc là en fait tu sais pas faire, mais personne ne sait faire, donc en fait il y a tout à créer. Ouais, donc c'est bien, mais en même temps c'est épuisant. Et puis là en ce moment la crypto va pas très bien, donc les boîtes dans la crypto ne vont pas très bien. Mais par exemple, ça, j'ai pas de regret si demain ça s'arrête. Si le marché de la crypto s'arrête, parce qu'au moins j'y serais allée et j'aurais testé et j'aurais pas de regrets. Voilà. Donc ouais, non, j'ai des activités, j'ai pas mal d'activités assez... je peux avoir des activités assez atypiques, mais j'aime bien. Le e-sport j'en ai plus là en ce moment, mais le e-sport, j'aimerais bien y revenir. Après, en fait, c'est un cercle très fermé et pareil qui est très éphémère aussi. Parce que c'est un peu comme dans, j'allais dire, le sport et un peu aussi les artistes, c'est que ils sont pas obligatoirement très bons dans la gestion. Et donc en fait, souvent ils arrivent après la bataille, ils t'appellent après la bataille et parfois c'est un peu trop tard, quoi. Mais ouais, non, là on m'a contacté pour du métaverse, donc ça c'est pareil, mon équipe fait une sale tête quand j'ai parlé de ça. Je me dis, mais c'est trop bien. Mais voilà, après, moi je trouve ça intellectuellement hyper intéressant, mais c'est vrai que parfois en fait on n'en voit pas le bout. Donc au bout d'un moment, parfois tu fais ok. Mais voilà, au moins je me dis j'ai pas de regret d'aller sur ces nouvelles activités comme l'économie circulaire et solidaire. J'en ai là-dedans des entreprises qui ont des projets où en fait
on est sur de la start-up où franchement, le ratio de réussite est plutôt bas, mais en fait, si ça fonctionne, ça peut se transformer en boîte monstrueuse française sous 10 ans. Mais tu as une chance sur 50 que ça arrive. Tu as 20% de chance que ça se torpille aussi assez rapidement. Donc après... tous mes clients sont pas comme ça, heureusement, parce que sinon on aurait un petit problème. Mais j'accepte ce genre de clientèle, ouais. Puis on a pas mal aussi de médecins. On a pas mal aussi de tout ce qui est événementiel, réalité virtuelle, des choses comme ça. On a quelques-uns. Donc on a pas mal de choses différentes, ouais. T'es quand même assez engagée dans l'associatif de façon générale. Avec le CJEC notamment, tu nous en as parlé. Moi, j'ai vu que tu étais aussi marraine pour Un toit pour les abeilles, donc je voulais en savoir plus. Ouais, Un toit pour les abeilles, c'est une association pour la sauvegarde des abeilles, parce que si vous écoutez les actualités depuis quelques années quand même, on nous alarme sur le fait que si les abeilles disparaissent, on n'aura plus de pollinisation et donc plus de fruits, plus de fleurs, on ne pourra plus manger en fait. C'est très binaire. D'ailleurs, il y a un film pour les enfants qui est absolument génial là-dessus. Ça s'appelle B-Movie. Et il explique en fait l'importance des abeilles dans l'écosystème général. Et en fait, je suis quelqu'un qui est très très attaché à l'environnement. C'est vrai que j'ai un certain nombre d'engagements par rapport à ça. Et en fait, parrainer des ruches, c'est pas compliqué, quoi. Le problème, c'est que les apiculteurs, maintenant, ils n'arrivent pas à en vivre parce que dans les rayons, il y a beaucoup de miel qui n'en sont pas, en fait. Hein. C'est du sucre avec d'autres trucs, et voilà. Et finalement, les gens font plus attention à ça. Alors, avec Covid, peut-être que les gens font un peu plus attention maintenant, mais c'est assez alarmiste. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations pour proposer de mettre des ruches, par exemple à Paris, sur les toits des immeubles, des choses comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je suis devenue marraine d'une ruche dans le 49. Et donc, en fait, on donne de l'argent à l'apiculteur pour financer justement une ou plusieurs ruches. Et on peut même aussi payer des mètres carrés de fleurs. Donc de fleurs, et on choisit aussi les fleurs. Parce qu'en fonction des fleurs, on n'a pas le même, on n'a tous pas le même miel. Et donc voilà, j'ai une demi-ruche, je crois, et je finance une demi-ruche, donc genre 20 000 abeilles. Je leur ai justement payé, je ne sais plus combien de mètres carrés de fleurs. Et donc chaque année, je verse de l'argent. Et en échange, ils nous envoient du miel pour nous remercier. Et en fait, sur les pots, on peut mettre ce qu'on veut. Donc moi, je mettais Marie Caronnet. Et ce qui fait que à chaque fois, en fait, je le consomme pas et j'offre le miel. Et ce qui fait que les gens, ça les intrigue. Une année, j'ai offert les pots à mon équipe. Et en fait, pour sensibiliser les gens à cette démarche, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 4 000 € en fait. Après, il y a on peut le faire en entreprise, mais là c'est plus le même coup là. Mais en tant que particulier, c'est un peu comme Time for the Planet. Il n'y a pas besoin de rouler sur l'or pour participer au mouvement, quoi. Donc je suis marraine de petites abeilles. Et un jour j'aurai des ruches. Un jour. Et nous aussi, on a contribué à Time for the Planet. Je pense que c'est important de participer à ce type d'initiative. Tu es aussi partenaire de l'association Arbre. Alors, je suis pas partenaire, en fait, c'est que je fais appel à eux. L'association Arbre, c'est une association 44, je crois. Enfin, leurs locaux, en partie, sont à Nantes. C'est pour le recyclage du papier. Donc, c'est vrai qu'on est quand même une profession qui consomme du papier. Moi, je suis très attentive à ça. Je suis pas en version vous n'avez pas le droit d'imprimer, tout le monde le sait, mais je sors les rapports en réunion en fait à chaque fois de combien de pages on a imprimé. Et même mon équipe en fait elle est ah ouais, ah oui mais alors on avait les constites, on a vu machin, parce que parfois on se dit on a eu un pic de conso, voilà. Et donc en fait c'est vrai que mettre le papier dans les poubelles jaunes, c'est pas du tout revalorisé en fait. Tandis qu'avec l'association Arbre, c'est pareil, c'est un peu sur le système de mon ancien client là, de mon sujet de mémoire. Ce sont des emplois de réinsertion.
qui gère tout ça. Et en fait, c'est super simple pour ma taille d'entreprise. On est allé une fois à Nantes acheter des collecteurs papier, des petits bacs où en fait on peut mettre genre l'équivalent de genre 6 ramètres de papier. Donc, c'est des poubelles en fait de bureau où en fait voilà, il y a certaines consignes, faut pas mettre d'enveloppe matelassée, mais sinon le papier, les post-it et puis les enveloppes, ça passe quoi. Et en fait, au quotidien, toutes les feuilles, à partir du moment où elles sont consommées des deux côtés, on jette ça dans la poubelle. Et en fait, après, moi, je la ramène. Donc, on a un certificat de destruction pour la confidentialité de documents. Et en fait, moi, je pensais que je leur donnais, en fait, les bacs. Enfin, je leur rendais et j'en rachetais d'autres. Mais c'est genre 2 € la poubelle papier de bureau. Hein. J'ai mis plusieurs années avant de les amener. Hein. Donc, j'y suis allée une fois. Gaspard y était allé, je crois, une fois. Enfin, ça prend du temps avant de les remplir, sauf si vous êtes très consommateur de papier. Et en fait, non, ils les ont vidés. Et ils m'ont rendu mes bacs. Donc, voilà, le cabinet, au tout début, ça a coûté 20 € pour avoir 10 bacs. Et depuis... mais c'est marqué dessus. Après, justement, ça permet une revalorisation de 95% du papier. Donc, c'est pas rien. Parce que oui, ils sont dans une filière où ils ont tout ce qu'il faut. Et comme c'est déjà trié, finalement, en amont, ça permet de... Voilà. Après, pour ceux qui sont sur Nantes, c'est vrai qu'ils permettent le recyclage d'autres choses. Les ampoules, les tonnerres, tout un tas de choses. Donc nous, on ne le fait pas, mais notre recyclage de tonnerre se fait par le fournisseur. Mais voilà. Donc non, c'est une super initiative. Ouais. Tu recrutes en ce moment ? Non. Non ? Trop bien. Tant mieux. Non. Alors, je cogite énormément en ce moment parce que je viens donc d'avoir une rotation sur un poste. Et en fait, la personne d'avant n'était pas à temps plein et cette personne est à temps plein. Donc déjà, ça rajoute un petit peu de temps disponible dans mon équipe. Et j'ai 2 alternantes dans mon équipe qui, en fait, finissent leur alternance toutes les deux là en juin, quoi. Donc en fait, moi, je vais récupérer finalement quasiment un temps plein cet été. Donc, et là, il y a beaucoup de demandes clients, mais j'ai pas envie de surcharger l'équipe en ce moment, même si techniquement sur le papier, on a encore de la place pour prendre de nouveaux clients. En fait, temporellement, maintenant, on n'a pas le temps. Donc là, je suis en train de fermer les vannes des prospects pour un temps, voilà, pour un peu la période fiscale. Et en fait, ça va dépendre un petit peu de comment ça se passe, parce que j'ai pas mal de beaux prospects dans les tuyaux, de gens qui, je sais, qui veulent travailler avec moi. C'est juste une question de timing, de quand est-ce qu'on intègre les dossiers. Et donc, c'est aussi bien une problématique temporelle de leur côté que de notre côté. Mais c'est vrai que là, j'en parlais encore début de semaine avec mon équipe. Ouais, je cogite à une nouvelle embauche pour prochainement. Okay. Mais faut que ça cogite un petit peu encore dans ma tête et que je vois un petit peu justement comment tout se positionne là sur cette nouvelle équipe, cette étoffe d'équipe, on va dire. Et puis sur comment ça se passe avec les clients là sur la période fiscale. Donc, mais oui, je vais pas tarder à réembaucher. D'accord. Et quel type de profil tu rechercherais potentiellement ? Alors pour l'instant, je vais plutôt viser assistant comptable parce que là dans l'équipe en fait j'ai 2 chargés de dossier formés. J'ai une personne justement qui est en alternance et qui est en train on est en train de travailler sur la bascule d'assistant comptable à chargé de dossier, et j'ai une assistante comptable en alternance. Donc en fait, ça veut dire que finalement à la rentrée prochaine, j'aurai 3 chargés de dossier pour une assistante comptable. Il va falloir que je consolide un peu en bas parce qu'en fait, il y en a 2 qui ont commencé chez moi en assistante comptable et qui sont montés en fait en compétences en chargé de dossier. Donc ouais, il va falloir que je consolide par le bas pour que la pyramide tienne. Donc voilà. Parce que gestionnaire de paye, j'en ai une. Donc... Tu nous as parlé tout à l'heure d'une antenne à Nantes. Oui. C'est en projet, c'est en cours. Je préfère pas trop me porter la poisse par rapport à ça, mais si tout se passe bien, pour 2024, il devrait y avoir quelque chose à Nantes. Ouais. Parce qu'on a de plus en plus de clients à Nantes. Et c'est vrai que le lien, c'est le fait que finalement, je passe une partie de ma semaine à Nantes. Comme j'ai pris un appartement à Nantes pour ça et pour raison aussi personnelle,
Mais en fait, mon réseau sur Nantes se consolide et je suis contente parce que je trouve ça bien en fait de ne pas avoir... on parlait de la diversité des clients dans leur activité, mais la diversité en fait, géographique est tout aussi importante. Parce qu'en fait, par exemple, tout le monde part du principe que comme j'ai un cabinet sur la presqu'île, je n'ai que des clients sur la presqu'île. Là, j'ai fait faire justement à une de mes collaboratrices la segmentation des clients. Et en fait, la presqu'île, ça représente 45%. Donc, le reste, c'est beaucoup Nantes et Paris. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Paris, Nantes et la presqu'île, en fonction... Parce qu'on a beaucoup ce système de saisonnalité sur la presqu'île qu'on a beaucoup moins à Paris. Mais en même temps, on l'a également quand justement tout le monde part en congé l'été. Donc à La Baule, nos clients se font défoncer, et à Paris, ils me font « on se fait chier ». Ok. Donc en fait, c'est aussi intéressant de voir ça, de ne pas se cantonner. Et en fait, c'est vrai que le Covid a compliqué un petit peu les relations, il a cassé un peu la relation humaine, physiquement parlant, dans nos métiers. Alors nous, on a pu continuer à travailler, donc tant mieux, génial. Mais en fait, tous ces clients qui sont à Nantes et à Paris, finalement, ils me voient, moi, régulièrement, mais ils ne voient pas l'équipe. Donc ils les ont au téléphone et par mail au quotidien. Mais en fait, je sais que c'est un manque un petit peu de... Alors, c'est pas quelque chose qui est problématique, c'est plutôt une volonté humaine, en fait, de « Ah, j'aimerais bien rencontrer ton équipe. » Bah, ok, alors déjà, tu peux venir à La Baule quand tu veux. Déjà. Mais finalement, en fait, les gens, ils sont pris dans leur quotidien et ils le font pas. J'ai des clients, pareil, ils me disent depuis « Ah, ça fait 6 ans qu'on dit qu'on va venir te voir. » Bah ouais, mais venez, on est toujours là. Surtout que c'est quand même sympa. Tes bureaux, ils sont sympas. Une petite terrasse, c'est pas loin de la mer. Après, en fait, faut prendre le temps. C'est toujours ça. C'est comme en perso. Et donc, et mon équipe, en fait, on a des groupes WhatsApp où quand moi je vais en déplacement, je leur envoie des photos des entreprises, des clients, tout ça, parce que j'ai tendance à bien m'entendre avec les clients. Donc, c'est... rapidement et bras dessus, bras dessous. Et donc, je leur envoie des photos et à chaque fois, ils sont « Ah, je l'imaginais pas comme ça !» C'est assez drôle. Et « Ah, je l'imaginais plutôt comme ça !» Donc, c'est un peu un qui-est. Et à force qu'elle me dise ça, je me suis dit « Il faut vraiment que j'arrive à remettre ce lien entre les clients et l'équipe parce que ça augmenterait encore plus, en fait, la qualité de notre prestation et de notre accompagnement. Et en fait, je me suis dit, il faut que je prenne des locaux à Nantes pour pouvoir offrir cette mobilité à mon équipe que j'ai, pour venir à Nantes, pour voir les clients. Voilà. Et donc, quand il y a eu ce projet Nantes, il y a 1 an et demi, ça a été un petit peu la panique dans les rangs quand j'en ai parlé. Donc, j'avais bien pitché, j'avais super bien pitché. Mais c'était, mais Marie-Caroline, ça veut dire qu'il faut qu'on déménage ? Non, on ne déménage pas. La Baule reste à La Baule. Mais voilà, finalement, extension sur Nantes, qui est cohérent avec le développement du cabinet, puisqu'on va commencer à devoir pousser les murs si on veut pouvoir prendre de nouvelles personnes dans l'équipe. Et donc au début, je m'étais dit, je vais prendre des plus grands bureaux à La Baule. Le problème, c'est qu'il y a un problème de recrutement pour faire venir des gens à La Baule. C'est pas toujours simple, quoi. Les étudiants, ils sont à Nantes. Donc là, j'ai eu de la chance sur mes alternances, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui viennent de la côte. Enfin, leurs parents habitent sur la côte, et donc ils vont en études, mais finalement, en fait, ils sont plus ancrés sur la côte. Et qui reviennent. Voilà, et qui, en fait, vont faire leurs études à Nantes. Donc ouais, Nantes, c'est dans les tuyaux. Trop bien. Je vois le temps qui file. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tu étais un compte comptable, oh putain, lequel serais-tu et pourquoi ? L'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Je me suis jamais posé cette question. Comment ça t'est venu, cette question ? C'est improbable, ça. On te laisse le temps de réfléchir. Alors, je pense que je vais réfléchir longtemps. J'en ai franchement aucune idée. Mais aucune. Je me suis jamais posé cette question. Les gens, ils répondent quoi d'habitude ? Il y a eu tout. J'ai eu du 740 pour subvention.
pour la recherche de financement. J'ai eu du 625 pour tout ce qui est déplacement. Ah ouais, moi je voyais pas du tout ça comme ça. Moi je me disais plutôt un compte qui est flexible. Mais voilà, ça n'existe pas trop ça. J'ai eu un opération diverses, un 628 ou 650, je sais plus. Mais un 6, c'est hors de question. C'est en fait, une dépense, c'est un coût. Oui, pas mais il y a le côté, en fait, ça va être sur quoi t'aimes bien travailler, par exemple. C'est quel sujet principalement t'intéresse plus qu'un autre ou voilà, c'est. Ouais. Je serais plutôt dans les classes de capitaux dans ces cas-là. J'aime bien cogiter sur. J'adore cogiter sur les structurations d'entreprises, de montage avec des holdings et tout ça. Donc c'est plutôt tout ce qui va être lié aux primes d'émission, des choses, voilà. Extension, quoi. Merci Marie-Caroline. De rien, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était un très bon moment. Également. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note, ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.